Aujourd'hui, émission spéciale avec Raphaël, notre invité qui est inspecteur des impôts. J'ai contrôlé tout ce que Paris peut compter comme célébrité, grand patron, grand ministre. Ancien président. Sait-on jamais, hein. T'as fait combien de contrôles fiscaux dans ta vie? Pouah. Un jour, je reçois un monsieur, toujours pareil. On aurait pu le prendre pour une personne sans domicile. Je fais, excusez-moi, monsieur, vous auriez l'heure? Et lui, naturellement, il fait, oui, bien sûr. Il avait une marque de montre extraordinaire, une Patek Philippe. Ça peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je lui fais comme ça, jolie montre. J'ai vu dans son regard toute la défaite du monde. Le contrôle part très mal, je vous le dis. Ah ouais, monsieur, vous venez de goûter à la règle des 3 D. Dépôt de bilan, dépression, divorce. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission spéciale avec Raphaël, notre invité qui est inspecteur des impôts. On n'avait jamais abordé le sujet des impôts, ni du contrôle des impôts, comment ça se passe, le fisc, qui est derrière, comment est-ce qu'un contrôle fiscal se déclenche, à cause de qui, est-ce que c'est de la délation, est-ce que c'est quelqu'un qui balance. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans l'émission, notamment qu'on peut gagner de l'argent en balançant, en dénonçant des gens. Je ne savais pas, j'ai découvert ça en préparant l'émission, vous allez voir. Il va nous raconter aussi des contrôles fiscaux qu'il a fait, les plus étonnants. Parfois, il est même parti en vacances et en voyant le loueur de jet ski au bord de la plage qui prenait que du cash, il a déclenché un contrôle fiscal en rentrant à Paris, après avoir passé une semaine à l'observer pour voir combien il avait de salariés, etc. Il va nous raconter la vie de contrôleur des impôts. Et juste avant de commencer, abonnez-vous, si vous voulez bien, à notre chaîne YouTube en 2 secondes. Vous abonnez, ça nous aide vraiment beaucoup, parce que plus on est nombreux, plus on a des invités exceptionnels aussi. Donc, abonnez-vous en 2 secondes sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous écouter comme ça sur la route en faisant du sport. Et juste avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent l'émission, on a le shop de l'émission et on a mis les produits. Vous étiez nombreux à nous demander le mug qu'on a sur la table. Je sais qu'il y en a qui commandent le mug pour pouvoir boire un café en écoutant Légende. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Je vous mets le lien directement si ça vous intéresse. Il y a des sweats, il y a des t-shirts, il y a des sweats à capuche aussi. Et il y a des nouveaux produits qui arrivent là d'ailleurs. Vous allez voir, si vous allez dessus, je vous mettrai le lien comme ça dans la description. Vous pourrez vous commander le mug pour faire un cadeau quand c'est les fêtes, quand c'est un anniversaire ou quoi que ce soit à quelqu'un qui aime bien le podcast. Et ben n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens aussi dans la description des podcasts. En tout cas, c'est parti avec une émission spéciale avec un inspecteur des impôts, Raphaël Messa, sur Légende. On y va. Bonjour, Raphaël Messa, ancien inspecteur des impôts. J'ai travaillé pendant 13 ans dans la sphère du contrôle fiscal à Paris. J'ai exercé toutes les fonctions de la programmation d'une affaire jusqu'au fait de faire moi-même le contrôle fiscal entreprise ou société sur dossier sensible. Je vous raconte les coulisses du contrôle fiscal et les anecdotes les plus sympas. Et ben voilà, bienvenue Raphaël. Je vais te reprendre le clap. On se tutoie, on se voit d'ailleurs. On se tutoie. On se tutoie, t'es plus inspecteur des impôts, je sais plus. Non, non, je suis avocat en droit fiscal, je suis avocat fiscaliste. T'es passé de l'autre côté en fait. J'ai fait, je ne sais pas si tu connais, mais tu sais, c'est comme dans Alice au Pays des Merveilles, la suite du roman de Lewis Carroll, c'est de l'autre côté du miroir. Voilà, j'avais fait le tour du contrôle fiscal, je suis passé de l'autre côté, et maintenant, je conseille les gens ou je les défends quand ils font l'objet d'un contrôle. Alors, on dira pourquoi tu es parti, on donnera pas de nom parce que c'est pas le but de l'émission, mais juste de comprendre les métiers. Tu es parti parce qu'on t'a demandé de débrancher un contrôle sur un ministre, on en parlera un petit peu plus tard. Tu as déjà repéré un fraudeur, vous allez voir les anecdotes assez incroyables qu'on a préparé l'émission. On s'était dit qu'on n'avait jamais parlé d'impôts et encore moins d'inspecteur des impôts. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle fiscal? Comment ça se passe? Comment ça se déclenche? À cause de quoi ça peut se déclencher? On parlera de la dénonciation qui est en France rémunérée. Ça, je ne savais pas. C'est que si vous dénoncez quelqu'un et qu'il y a un contrôle fiscal effectif, vous pouvez être rémunéré par, c'est hallucinant, par les impôts. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. Et tu as, pendant tes vacances, déjà vu des gens qui ne prenaient pas la carte bleue et en rentrant à Paris, après une location de jet ski, tu as déclenché, par exemple, des contrôles fiscaux. Tu avais vu que le mec avait plusieurs employés alors qu'il n'en avait déclaré qu'un seul. Donc, tu as allié, entre guillemets, ta vie perso et ta vie pro par rapport à ce que tu voyais. Tu nous raconteras tout ça. Tu nous donneras aussi des conseils, si tu veux bien, sur comment faire au mieux pour déclarer ses impôts, tout en étant honnête, mais en essayant de payer le moins d'impôts possible, tu nous diras tout à l'heure. Et juste, le seul inspecteur des impôts qu'on connaît dans les films, on pense direct au dîner de con quand on pense à ton métier, enfin à ton ancien métier, inspecteur des impôts, avec Cheval, qui était joué par comment il s'appelle, Daniel Prévost, et qui était donc inspecteur des impôts. Et à quoi ça ressemble un inspecteur des impôts? Alors ça ne ressemble pas à ce qui a été tourné dans ce film à succès. Un inspecteur des impôts déjà ne travaille pas dans
dans les locaux du ministère à proprement parler, qui se trouve dans le 12e arrondissement. Un inspecteur des impôts chargé du contrôle fiscal, c'est quelqu'un qui, après l'École nationale des impôts, est affecté dans une brigade de vérification. Il n'y a aucune brigade de vérification à Bercy. Donc ça, c'est une première erreur dans le film. La deuxième erreur du film, c'est qu'on parle de contrôleur fiscal, alors que celui qui est chargé du contrôle fiscal, c'est un inspecteur, c'est pas un contrôleur. Un contrôleur, c'est le grade en dessous. Donc toi, tu es dans une brigade particulière qui était destinée à contrôler les ministres, les célébrités, on va dire les grands comptes. Comment ça s'appelait cette brigade d'ailleurs? Alors en fait, moi j'ai occupé toutes les fonctions du contrôle fiscal. Dans la sphère du contrôle fiscal, si tu veux, tu as les programmations d'affaires, tu as la brigade qui va véritablement effectuer le contrôle. Donc j'ai occupé à peu près toutes les fonctions du contrôle fiscal. Et ce type de brigade, c'est les brigades du contrôle corrélé, où tu contrôles l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, et où quand tu commences un contrôle, tu prends une pelote, une fiche de programmation, tu tires la pelote, et plus tu trouves, et plus... tu es actif. On va parler des contrôles fiscaux après. Est-ce que vous y allez au hasard? Est-ce que c'est contrôlé? Tu vas nous dire. On a plein de questions. On n'a jamais abordé le sujet. J'imagine que dans les dîners, tout le monde doit te poser les mêmes questions tout le temps, non? Quand j'étais inspecteur des impôts, effectivement, quand on arrive vers les gens qu'on ne connaît pas et qu'on se présente, généralement on dit son prénom et puis on dit son métier. Effectivement, quand je disais que j'étais inspecteur des impôts, la première phrase, c'était plutôt une onomatopée, c'était plutôt « Ah !» Voilà. Donc, je disais oui, mais bon, écoutez, voilà, ça ne vous arrivera pas si a priori vous avez correctement fait les choses. Et généralement, j'étais un petit peu taquin. Je dis, vous êtes en règle, rassurez-moi. Voilà. Donc... Il est sadique. Non, mais il faut savoir à un moment donné en rire. Oui, voilà. bien sûr. Ça consiste en quoi, ce métier d'inspecteur des impôts, concrètement? Très simplement, mais ta journée, c'est quoi, en gros? Alors, ça dépend. Si effectivement tu es chargé d'effectuer du contrôle fiscal, que ce soit entreprise ou particulier, on t'attribue des affaires. D'accord ? Chaque inspecteur chargé de contrôle fiscal de les réaliser a un quota d'affaires à faire par an. Un inspecteur doit en faire 13. Voilà, 13 contrôles fiscaux 13. Et c'est un travail de titan parce que entre le début et la fin d'un contrôle fiscal, il y a une quantité absolument incroyable d'opérations à effectuer. La chose est très différente suivant que tu contrôles un particulier ou une société. Donc, ta journée type, déjà, c'est d'abord regarder les affaires qu'on vient de t'attribuer. Quand tu as une affaire, tu as nécessairement un ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, ton client? Mon client. Voilà, si tu veux. Tu dis comment, toi? Tu dis mon... Allez, employer un autre mot. Là, comment j'employais? Disons que si tu veux, j'ai toujours traité les dossiers avec respect. J'ai jamais eu de problème avec les gens que je contrôlais, aussi bien particuliers que société, parce que je leur expliquais que je n'en faisais pas une affaire personnelle. D'accord ? Je prenais le dossier et puis mon but, c'était de regarder ce qui avait été programmé. Donc, dans une fiche de programmation, tu as, si tu veux, la liste de ce qui a été déjà contrôlé en amont. D'accord ? Parce qu'un contrôle fiscal ne commence pas comme ça au hasard. Ça n'est pas vrai. Okay ? Un contrôle fiscal commence par un pré-contrôle qui a été effectué, qu'on appelle un contrôle sur pièce. D'accord ? Donc, penser qu'on vient comme ça au hasard et tenter sa chance, non. On sait déjà combien de fraises on va récolter. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. Putain. Ça s'appelle une fiche de programmation. Oui, donc vous savez pourquoi vous êtes là. Mais évidemment. Il n'y a jamais dû, allez hop. Jamais. Pris au hasard. Jamais. Jamais. Si on sait pourquoi on vient. Attends, parce que... Alors, attends, j'ai pas de questions. Attends, parce que c'est de la délation. On va en parler dans 2 secondes. Juste avant... Combien ça gagne un inspecteur des impôts, grosso modo? Comprendre un peu le métier, puis après on va rentrer dans les années. Moi, je suis rentré à l'École nationale des impôts en 2005. Donc ça fait 20 ans que je ne fais que de la fiscalité. J'y suis resté 13 ans. Et en fait, à la sortie de l'école, quand tu es à l'École nationale des impôts, tu es payé comme élève inspecteur. Et tu es payé de mémoire, enfin c'était en 2005, à peu près 1 700 € net par mois. Okay ? Quand tu démarres ensuite, que tu as été au premier échelon ou au deuxième échelon, en tant qu'inspecteur, tu dois être payé à peu près 2 000, 2 200 € net par mois. Voilà, sachant que tu as 2 primes annuelles, une prime en janvier, une prime en juin. Donc, en fait, tu reçois à peu près 14 mois. Quand j'ai quitté le ministère des Finances, après près de 13 ans de bons et loyaux services, j'étais à une altitude d'à peu près 3
3200 € net. J'étais échelon 7 ou échelon 8 à l'époque. Ah, il y a des échelons. Oui, ça va jusqu'à 12. Le fisc, on entend ce mot, les impôts, le fisc en France, ça vient d'où? Ça veut dire quoi, le fisc? Alors, le fisc, ça n'est pas un mot anglais, c'est un mot... alors, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, tu le sais? Non, mais est-ce que c'est des finances internes de... Non. Est-ce que c'est un... C'est pas un sigle. Non. Ça vient du latin fiscus, qui était un petit panier en osier dans lequel les Romains mettaient les olives pour en extraire l'huile. Donc, quand on se fait contrôler par le fisc, c'est une erreur sémantique de dire qu'on est pressé comme un citron, on est pressé comme une olive. Première pression à froid. Voilà. Ça sert à quoi? Il y a quoi comme type d'impôt en France? Attends, j'ai tellement de questions à te poser. J'en prie. Tu as, bon, on va faire... En fait, en France, tu as... Première pression de manière officielle, tu as à peu près 483 impôts, taxes, redevances, etc. Mais finalement, la Cour des comptes a considéré qu'on n'était pas capable de déterminer le nombre, tellement il y en a. Il y a par exemple des impôts assez rigolos, enfin des taxes assez rigolotes, comme la taxe sur les remontées mécaniques de sport d'hiver. Tu as la taxe sur les eaux minérales, tu as la taxe sur les céréales. Il y en a beaucoup, quoi. Mais un nombre incalculable. Donc, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les redevances, il y a les cotisations. En fait, un impôt, pour faire simple, la différence entre un impôt et une taxe, un impôt, si tu veux, il n'y a pas de contrepartie. C'est un prélèvement sans contrepartie. Une taxe, c'est généralement une somme, un prélèvement obligatoire qui obtient derrière une contrepartie immédiate. D'accord? Est-ce que tout le monde paye des impôts en France? C'est-à-dire l'impôt sur le revenu? Est-ce que tout le monde paye des impôts en France? T'as très bien compris la question. Je pense que tu as la réponse est dans la question. Non, tout le monde ne paye pas. Y compris, il y a des gens qui sont très fortunés qui ne payent pas. Et même des fois auxquels on rend de l'argent. Non, c'est vrai? Oui. S'ils optimisent fiscalement, s'ils placent, s'ils font correctement les choses, s'ils vont voir notamment des avocats fiscalistes, petit clin d'œil. C'est ton métier C'est mon métier. C'est mon métier actuel. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Et très sincèrement, la journée type d'un inspecteur des impôts, c'est de prendre son outil de travail, qui est la fiche de programmation, d'opérer le contrôle fiscal. Et comme il a eu le droit de mettre les pieds dans l'entreprise ou de contrôler le particulier, il ne devra pas, s'il veut simplement être un bon petit écolier, il ne se contentera pas de regarder ce qui déconne dans la fiche, il ira gratter absolument partout. Voilà. Il dit ça avec un sourire. Je vais te poser des questions sur je vais te poser 10 rumeurs après, parce qu'il y a plein de rumeurs sur les impôts. Je les ai listées. Je vais te les poser, tu me diras si c'est plutôt vrai ou faux. Juste, attends, pour comprendre, l'État fait quoi des impôts? J'imagine que ça paraît logique, mais qu'on entende de ta bouche, à quoi ça sert? Les impôts, ça sert à faire fonctionner l'État. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagé. Bon, moi, dans ma vie professionnelle passée, je travaillais à la NPE, donc j'étais au service des demandeurs d'emploi. Je suis devenu inspecteur du fisc parce que je souhaitais aller rechercher l'argent qui n'avait pas été payé. J'avais une appétence plutôt pour le contrôle fiscal, pour la bonne et simple raison qu'il y a une dimension intellectuelle qui est plus grande que de travailler dans les services de gestion où tu ne fais que, on va dire, saisir des documents et tenir à jour, on va dire, le fichier des entreprises et le fichier des particuliers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la dimension intellectuelle de comprendre où était la fraude. Il y a une dimension intellectuelle qui est très importante et ça me plaisait. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des avantages à être inspecteur des impôts? Est-ce que vraiment, il y a des moments où tu t'es dit, putain, là, c'est un sacré avantage dans ma vie? Pas forcément de la part du fisc, mais de la part des gens, dans les contrôles, rencontrer des gens. Est-ce que tu as déjà eu un avantage quand tu dis bonjour, je suis contrôleur des impôts et le mec te fait pas payer? Ah, magnifique. J'ai deux exemples qui me viennent. Ils vont te plaire. Je travaillais donc au ministère des Finances, mais au tout début, j'étais élève inspecteur, comme je te disais. Un jour, je rentre chez moi. Bon, je vivais dans un tout petit appartement dans le 12e, boulevard Diderot. Et je vais pour rentrer chez moi, je mets la clé dans la porte et là, pas de bol, la clé ne rentre pas d'1 millimètre. Je me dis, merde, j'ai été cambriolé. Donc j'appelle le commissariat du 12e, on me donne le numéro d'un serrurier. Le serrurier vient chez moi, et puis il commence, et puis il dit « Oh là là, la porte elle est blindée là. Là ça va vous coûter 1 200 €. » Et moi dans ma tête je me dis « Waouh, je touche 1 700 € par mois, ça va être terrible. » Et honnêtement je roulais pas sur l'or, comme je te disais, bon, je viens pas d'une famille fortunée, et pour moi c'était un événement dur, quoi. C'était un vrai choc.
Et le gars, je lui dis, bah, écoutez, j'ai pas le choix, percez, quoi. Et juste avant de le faire, il me dit, mais vous avez une pièce d'identité? Je lui dis, mais non, je reviens de l'école. Il me dit, ah bon, quelle école? Je lui dis, l'École nationale des impôts. Et là, je lui sors ma carte d'élève inspecteur du fisc. Et là, en une demi-seconde, le tarif est passé de 1 200 € à 200 €. Il m'a dit, non, mais en fait, je me suis trompé, c'est pas le bon modèle de porte, donc ça ne coûte que 200 €. Il m'est arrivé la même chose avec un garagiste. Ah là là, putain, mais les serruriers, il y a une vidéo qui a tourné sur Internet il y a quelques temps, d'un serrurier qui arrive et qui ouvre la porte avec une radio. Et il y a d'autres serruriers qui avaient demandé 800 €. Il dit, mais attends, mais t'es un arnaqueur, en fait, tu détruis notre profession, quoi. Tout à fait. Donc ça m'est arrivé également la même chose pour un garagiste, pour une histoire de pot d'échappement. J'étais en villégiature en Normandie, à Saint-Val-la-Hougue, pour ne pas la nommer. Et en fait, à un moment donné, mon pot te frottait, etc. Je vais voir le garagiste. Et il me dit, ah monsieur, là, il y en a pour 2 000 €. Je lui dis, mais c'est quoi cette blague? 2 000 € pour un pot d'échappement? Il me dit, mais oui, parce que, bon, bref, 2 000 €. Et là, bon, grand stress, pareil, et pas très content. J'appelle le concessionnaire, je roulais en Peugeot à l'époque. J'appelle le concessionnaire et je fais, oui, bonjour, Raphaël Messa, vous vous souvenez, l'inspecteur des impôts de Paris? Je lui dis, là, on a un problème avec le véhicule. Et là, je vois le garagiste qui se tape un stress, quoi, qui va dans l'arrière-boutique, qui discute avec sa femme qui tenait la caisse, etc. Pareil, il s'était trompé de modèle. Ça m'a coûté 200 €. Et à chaque fois, pour les deux, le serrurier et l'autre, j'ai dit, mais c'est quand même beau le métier d'artisan. Voilà. Après, on ne peut pas généraliser. Ah bah non, évidemment pas, évidemment pas. Mais en tout cas, c'est les deux avantages. Oui. De toute façon, enfin, c'était pas un avantage. C'est simplement qu'il s'était rendu compte que clairement, il ne fallait pas frauder avec moi, que ça n'allait pas le faire. Donc, pour récapituler, qui se fait contrôler? Tu disais que quand tu allais voir une société, un particulier, c'était jamais par hasard. Quand il y a un contrôle fiscal, c'est soit qu'il y a une dénonciation, soit qu'il y a quelque chose de concret. Vous avez vu quelque chose d'anormal, entre guillemets. Il y a quelque chose qui a clignoté. On dit souvent cette expression, ça a clignoté. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Alors, je vais commencer par... un algorithme avec l'intelligence artificielle qui dit... Alors, moi, à l'époque où j'ai quitté le ministère des Finances, c'est-à-dire en octobre 2017, très clairement, il n'y avait pas l'intelligence artificielle qu'il y a maintenant. Il y avait déjà des outils de programmation qui étaient assez poussés, comme par exemple Sirius Pro, Sirius Part, Adonis, Adeli, Ficoba, BNDP, BDRP. Bon, énormément d'applications ministérielles où on avait la possibilité de croiser des données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôle fiscal démarre toujours par une fiche de programmation, comme je te disais. Une fiche de programmation, c'est une fiche de mission. C'est en fait, tu as en amont de celui qui fait office de Léon. Moi, mon métier, c'était Léon. J'étais là pour faire un carton sur un dossier qui m'était attribué. D'accord? Et le contrat m'était donné par ceux qui avaient préparé le nom que je devais aller contrôler. Et ma cible. Et ma cible, si tu veux, avait fait l'objet d'un travail en amont qu'on appelle un contrôle sur pièce, où on croise énormément de données et où on est capable effectivement d'identifier tous les points d'alerte qui, clairement, du bureau, n'ont aucune explication logique. Voilà, aucune. D'accord? Après, s'agissant de la dénonciation à proprement parler, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Voilà. C'est-à-dire que, oui, il y a de la dénonciation, les Français ont toujours aimé écrire. Voilà. Donc, il y a l'ex-mari, il y a l'ex-conjoint, il y a l'ex-salarié, très bien. Mais la dénonciation, si tu veux, finit la plupart du temps à la poubelle. Déjà, quand elle est anonymisée. Voilà. 2, quand les informations sont d'une banalité affligeante. Quand tu dis, écoutez, voilà, mon mari travaille dans un métier où il y a beaucoup de cash, il fait beaucoup de cash et il ne déclare pas tout. Mais c'est une info qui est nulle, qui est stérile. Poubelle. A contrario, si demain, l'ex-mari ou l'ex-femme dénonce ou l'ex-salarié dit mon ancien patron, c'est un salopard, il a un logiciel permissif dans sa caisse enregistreuse de telle heure à telle heure. Dans le bar, ça compte pas. Exactement, de telle heure à telle heure, les recettes, elles passent à l'as. Il y a une vraie fausse comptabilité qui tient dans tel bureau, etc. Toutes les choses qui sont corroborables. C'est-à-dire que du bureau, on est capable effectivement de voir les choses, ou si même mieux, on fait appel à des services comme des brigades de contrôle et de recherche pour aller sur place, dans la fameuse tranche horaire, voir effectivement comment le gérant manipule sa petite caisse enregistreuse. Ah oui, il va y avoir une très jolie fiche de programmation. Et un jour, je vais manger libanais. J'adore la cuisine libanaise.
Et j'adorais la dame qui tenait le resto. Dis ça avec un sourire. Mais non, mais je vais pas pleurer parce qu'en plus, écoute bien, je n'ai rien fait. J'ai été très cool. Et ça, c'est une chose que je voudrais que ton auditoire retienne, que les internautes retiennent, c'est que le contrôle fiscal a une dimension certes budgétaire, elle a certes une dimension répressive, mais elle a également une vocation éducative. L'idée, ça n'est pas de massacrer les gens. En tout cas, moi, j'ai jamais pris ma mission comme telle. Oui, c'est pas du sadisme. Pas du tout. Pas du tout. Après, effectivement, tu peux avoir des inspecteurs qui en font presque une espèce de mission personnelle, qui ont une revanche sociale. Ouais, mais voilà. Comme il peut y avoir dans l'armée, comme il peut y avoir dans la police, c'est-à-dire des gens qui vont abuser de leur pouvoir. Et du zèle. Du zèle. Mais c'est même pas du zèle, c'est un acharnement particulier. Voilà, un peu comme on le voit dans le film L'Inspecteur Cheval, mais c'est très marginal. La plupart des inspecteurs du fisc font très sérieusement leur boulot et n'ont pas envie de faire mal. Ils sont là, simplement, ça c'est la dimension du contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, le but, c'est de remettre une personne dans la situation dans laquelle elle aurait dû être si elle avait correctement déclaré. D'accord ? Parce que la chose que tous les gens qui vont écouter ton émission doivent retenir, c'est il y a un adjectif pour qualifier le contrôle fiscal, pour qualifier plus exactement le système fiscal français, il est déclaratif. Tu as envie de t'amuser, par exemple, ta société Légende fait, j'en sais rien, à un moment donné, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, ton résultat, c'est-à-dire ton bénéfice, il est d'1 million. Si tu as envie de dire, bah non, mon bénéfice, il est de 100 000, c'est à tes risques et périls. Le contrôle fiscal... c'est déclaratif. Le système fiscal français, il est déclaratif. Tu veux dire que, finalement, Tu dis ce que tu veux, en fait. Mais oui. Par contre, après, s'il y a un contrôle... Mais c'est exactement comme dans un train, tu vois. Tu montes dans un train, tu n'as pas de ticket, d'accord ? Très bien, peut-être que ça va marcher une fois, 2 fois, tu vas voyager à l'œil, tu vas dire, putain, je suis trop malin, quoi. Mais quand tu vas te faire contrôler, bah, tu vas payer tout de suite. Pour les fois d'avant, en plus. Voilà, donc le contrôle fiscal, c'est le fait de te remettre dans les clous. Combien de temps ça dure un contrôle fiscal ? Je parle de fourchette. Hein. Alors, ça dépend si c'est un contrôle fiscal personnel qu'on appelle un ESFP, qu'on voit dans le dîner de con, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ça peut durer 1 an. Et c'est terrible. Là, je vous le... Non, mais... je le dis, c'est l'Armageddon, c'est l'Hiroshima du contrôle fiscal. C'est le contrôle fiscal personnel. Ils viennent chez toi ? Non. Jamais ? Non. Ça n'existe pas, l'inspecteur qui s'assoit à côté de toi au petit-déj et qui contrôle tes trucs ça, le contrôle fiscal personnel, tu te doutes bien que tu ne peux pas rentrer chez les gens. Imagine, tu contrôles une dame... Voilà, non. Donc non. Non, ça se passe dans les locaux de la brigade, éventuellement chez son conseil, pourquoi pas. Son avocat. Voilà, exactement. A contrario, le contrôle fiscal société, ça va se passer dans les locaux de l'entreprise. Si l'entreprise ne le veut pas, parce qu'il faut faire tourner la boîte, ça se passera chez l'expert comptable, éventuellement dans les locaux de l'administration. Enfin, il y a plein de possibilités. Est-ce que quand tu fais un contrôle fiscal, en tant qu'inspecteur des impôts, est-ce que tu vas gagner de l'argent si tu redresses la boîte? Est-ce que tu as un pourcentage, en fait? Mais alors, une prime? Mais rien. 0. Rien du tout. Pas 1 centime. Pas un 50 balles? Que tu sois un sniper, un tireur d'élite, ou que tu sois Mister Magoo, c'est-à-dire tu vois rien du tout, et tous tes contrôles, t'as rien remarqué d'anormal, ta rémunération sera la même. On va parler de cas concrets que tu as eu, si tu veux bien, et d'anecdotes. Juste avant, est-ce qu'on a déjà essayé de t'acheter? Jamais. Jamais un mec qui t'a dit, bon allez, oui, il y a un peu de cash. Moi. Jamais. Mais alors vraiment, je le dis de manière très contractée, jamais. Alors, je le dis pareil pour les gens qui vont nous écouter, il y a chaque année au journal officiel la liste des sanctions des personnels du ministère des Finances. Et effectivement, chaque année, tu as des gens qui se sont fait acheter. Il va y avoir sur 100 000 agents, 110 000 agents du ministère des Finances, tu as à peu près 2 ou 3 cas par an. Donc c'est epsilon. C'est pas grand-chose. C'est rien du tout. Est-ce que si tu veux enquêter sur ton voisin, toi, inspecteur des impôts, un jour tu vois qu'il a une belle voiture, tu l'aimes pas ton voisin, est-ce que tu peux déclencher un contrôle fiscal? Alors ça va pas se passer comme ça, mais effectivement, tu peux t'auto-saisir d'une affaire. Tu peux t'auto-saisir d'une affaire, mais encore faut-il que tu aies préparé la fiche de programmation et que la fiche de programmation ait été acceptée par d'autres que toi. C'est-à-dire... Oui, mais si tu as 2-3 copains dans l'étage, tu peux arriver à avoir tous les chiffres de ton voisin, tu peux savoir combien il gagne? Alors, tu peux potentiellement avoir tous les chiffres de ton voisin s'il y a une clé d'entrée, s'il y a une suspicion véritablement de fraude.
Voilà. S'il y a une suspicion de fraude, si vraiment, tu vois, j'en sais rien, que ton voisin se fait passer pour un gars au RSA, il crie partout qu'il est au RSA, mais que d'un autre côté... Il roule en Porsche. Mais c'est même pas ça, il va avoir, j'en sais rien moi, un local où il répare des bagnoles, etc. Ben, il exerce une activité occulte de garagiste. D'accord ? Donc là, effectivement, c'est un dossier qui va être très intéressant à contrôler, bien sûr. Donc tu peux déclencher un contrôle avec un peu d'appui. Alors, c'est pas avec un peu d'appui, tu vas rédiger une fiche de programmation. Si elle est acceptée, ça peut potentiellement... voilà. Après, alors attention, très important, tu ne peux pas, toi, parce que tu détestes ton voisin, aller le contrôler, toi. Parce que là, il y aura un conflit d'intérêt. Ah, c'est jamais quelqu'un que tu connais. Mais non, non, au même titre que tu ne peux pas, déontologiquement, en tant qu'inspecteur, aller contrôler ton ex-femme. Impossible. Et il y en a qui balancent leur ex-femme, des contrôleurs des impôts, oui. Ah, des contrôleurs des impôts qui balancent leur ex-femme ? Probablement, comme tout le monde. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu, non, mais peut-être. Tu dis qu'il y en a qui le font, ça, dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup. Qui dénoncent les gens ? Ouais, bah, leur ex. Oui, surtout. bien sûr. C'est quoi le cas le plus courant de dénonciation ? C'est l'ex-salarié. Ex-salarié ? L'ex-salarié qui, effectivement, a contribué, on va dire, à l'effort de guerre de son cher patron de mettre de l'argent sous le tapis. Bah, le jour où il se fait virer, où l'augmentation est refusée, etc., et où ça se passe mal... Comme tu disais, par exemple, un employé de bar qui voit que le patron fait beaucoup de cash et qui ne lui donne pas du tout. Mais il va falloir vraiment que les informations soient étayées. Comme je te disais, dire, bon, voilà, il fait beaucoup de blagues, bon, hurrah, c'est pas en soi. Après, si effectivement, il y a un inspecteur chargé de la programmation qui se dit, tiens, je vais aller un petit peu regarder les différentes applications, je vais regarder son bilan. Je vais te donner un exemple très, très habituel de contrôle fiscal en matière de restaurant. En matière de restaurant, tu achètes pour 100 000 € de matières premières, ok ? On sait que le coefficient d'achat-revente, pour que ta boîte tourne, pour payer ton personnel, rembourser le machin, payer le cuistot, etc., il faut que ça marche à 3. Il faut que le coefficient soit de 3, 3,5 même idéalement. Bah, si tu as acheté pour 100 000 € de matières premières et que tu déclares un chiffre d'affaires à 120 000, alors là, je peux te le dire, sur facture, tu vas être contrôlé. Un autre cas très fréquent de contrôle, très simple, c'est la boîte qui se crée, mais ne dépose jamais. Elle dépose jamais sa liasse annuelle, elle ne communique pas son résultat, elle ne transmet pas ça. Elle ne déclare pas ses impôts. Rien. Elle ne dépose rien. Il y en a qui font ça. Mais plein. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient ? Non. Alors, soit ils oublient, soit ils ont mandaté l'expert comptable, et l'expert comptable a pris tellement de dossiers qu'il ne les traite pas dans les temps. Ça, c'est récurrent. Alors, c'est un point, mais fondamental, que je veux absolument que les gens comprennent. La fiscalité ne doit pas être traitée par les experts comptables, par les notaires ou par les conseillers en gestion de patrimoine. La fiscalité doit revenir aux avocats fiscalistes, point. Bien sûr qu'un expert comptable doit savoir les règles fiscales fondamentales. Mais voilà. C'est quoi la première chose que tu dis à quelqu'un qui arrive dans ton bureau ou quand tu vas dans le sien, pour commencer un contrôle fiscal, tu commences par quoi ? Puis après, on va parler des trucs que tu as vraiment déclenchés. Alors, tout contrôle fiscal commence par un petit courrier. Alors, il y a une citation qui me vient, bon, parce que je trouve qu'elle colle, elle colle bien à l'histoire. C'est Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline. À un moment donné, il y a une citation, c'est elle le savait bien, Madame Bérange, c'est la concierge. Elle le savait bien, Madame Bérange, tous les malheurs viennent dans les lettres. Tout commence par un petit courrier funeste qu'on appelle un avis de vérification. Quand tu reçois un avis de vérification, quand en haut du courrier, il y a marqué 3927, contrôle fiscal société, quand il y a marqué en haut 3929 en haut à droite, ESFP, t'es parti pour un voyage d'1 an. Voilà, là c'est 1 an, les 40e rugissants, les 50e hurlants. Il y a combien de contrôles fiscaux par an en France ? Alors, il y en a plusieurs milliers. Sachant que... Donc il y a peu de chances d'être contrôlé sur 70 millions d'habitants. Ou malchance. Tu as 110 000 agents au ministère des Finances. Le chiffre est à peu près, a été à peu près stable jusqu'en 2014. Et puis, il y a eu une baisse avec la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, voulue par Éric Woerth. On est passé de 110 000 à 100 000. Mais la chose étonnante, c'est que sur 110 000 agents du fisc, à ton avis, combien exercent dans la sphère du contrôle fiscal ? Sur les 110 000, tu dirais combien ? Je sais pas, je dirais 50 000, la moitié, non ? Non, 12 000. C'est très peu. Les agents du fisc dédiés au contrôle fiscal dont j'ai fait 10%, partie... quoi. D'ailleurs, cette année, on a constaté par rapport à 2014, une baisse de 20%. Encore ? Ouais. Ça continue de baisser, quoi. Ça continue de baisser.
Et donc tu leur dis quoi, première phrase quand ils arrivent, tu disais, tu leur cites un truc, mais est-ce que en fait, si tu veux, tout tu les rassures, les gens, en gros, ou pas? Non. Quand ils arrivent stressés, c'est normal. Non, mais il faut que tu comprennes que le contrôle fiscal, c'est une violence. C'est une violence de l'État, c'est un pouvoir de l'État qu'on te donne au travers de ta mission. Donc, tu commences pas ta mission en te présentant en disant « je suis désolé de vous contrôler ». Ben non. Ah, c'est une sanction, quoi. Non, c'est pas une sanction. Moi, je disais toujours « Bonjour, je me présente Raphaël Messa, je suis inspecteur du fisc. J'ai été désigné pour contrôler votre dossier. » Bon, voilà, il y a un certain nombre de points qui manifestement ont posé question. Les opérations de contrôle ont pour but de voir s'il y a une explication à tout. S'il n'y a pas une explication à tout, comme le système fiscal français est déclaratif, mon but sera de vous mettre dans la position qui aurait dû être la vôtre si vous aviez correctement déclaré. T'as déjà fait un contrôle fiscal et rien redressé du tout, reparti avec zéro? Ah oui, mais alors là, c'est grave. Enfin, c'est grave. C'est ce qu'on appelle une blanche ou une conforme. Tu as droit à un quota toléré, tolérable, on va dire de 20% de tes 13 affaires qui aboutissent à une conforme ou une blanche, ou une quasi-conforme. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches la petite bête quand même. Mais non, mais moi je suis payé par l'État, donc par les impôts des gens, et ma mission c'est de rehausser suite à une fiche de programmation. Tu te doutes bien que je ne peux pas retourner tous les 4 matins voir ma chef de brigade ou mon chef de brigade en disant « tout va bien, j'ai rien vu ». Ben non, non. Donc, l'idée, c'est pas de faire mal pour faire mal. L'idée, c'est effectivement de voir tous les points qui n'allaient pas et de rehausser tous les points qui n'allaient pas. T'en as qui arrivent détendus? Oui. Qui arrivent... Les escrocs, généralement. Ah, waouh! Ouais. Les escrocs, en fait, si tu veux... Alors, aussi bien maintenant que je suis avocat fiscaliste que quand j'étais inspecteur, généralement, les gens qui savent qu'ils ont fait n'importe quoi sont plutôt... alors, je vais regarder la caméra. Sont plutôt dans cette posture-là. Ah ouais, le bras derrière le siège, voilà. Allongé, quoi. Voilà, goguenard, presque. Trop à l'aise. Goguenard. La personne plutôt honnête sera plutôt livide, sera plutôt tremblotante, se demandant... Pas du tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Et il faut bien faire comprendre ça aux gens qui vont nous écouter, c'est que, en fait, si tu veux, tu as beaucoup de gens qui sont contrôlés, font l'objet d'un contrôle fiscal, en ayant objectivement eux-mêmes rien fait. Un exemple tout bête, ça va être un chef d'entreprise qui confie tout, et sa fisca, et la compta, et le juridique, c'est-à-dire monter la structure, éteindre telle structure, la faire cesser, etc., à une même personne, c'est-à-dire un expert comptable. J'en reviens, j'en fais pas une obsession, il y a des experts comptables remarquables, mais il faut bien comprendre que quand généralement, toi, tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste, d'accord? Ton généraliste, il t'a peut-être connu minot, etc. C'est formidable. Mais quand tu as mal aux dents, tu vas pas voir ton généraliste. Quand tu as un problème ou quand tu as des questions fiscales, tu vas voir un avocat fiscaliste. Quand tu commences à tout donner dans les mains de l'expert comptable, il est tellement débordé et peut-être qu'il ne maîtrise tellement pas tel ou tel point. À la fin, par exemple, je te dis, demain, toi, tu ouvres un restaurant, Guillaume, d'accord? La TVA sur l'alcool, c'est de la TVA à 20%. Bon, bizarrement, tu fais l'objet d'un contrôle et tu ne t'es pas aperçu parce que tu as le bon contact client, tu as tout, et tu as tout confié à l'expert comptable. Mais si tu n'as pas remarqué que tes déclarations de TVA, tu ne fais que des déclarations de TVA à 5,5 et de la TVA à 10% et qu'il n'y a pas de TVA à 20%, c'est un motif de programmation. Tu es contrôlé, c'est pas normal qu'un restaurant... Il y a des mecs qui arrivent de bonne foi, en gros, quand je fais une erreur. Quoi. Oui, mais ils ne le réalisent même pas. Ils n'ont même pas conscience de ça. Non, ce que je veux que les gens qui nous regardent comprennent, c'est que qui dit contrôle fiscal ne dit pas forcément fraude, mais simplement des anomalies, des choses qui ne vont pas. Une erreur. Une erreur. Mais le problème, c'est que l'erreur peut se solder par une tôle, mais de plusieurs centaines de milliers d'euros. On va en parler justement. Ouais. Et d'ailleurs, des dangers pour les inspecteurs qui peuvent se faire parfois abattre, tirer dessus. Ouais. Et parfois des suicides aussi quand il y a des contrôles qui mettent dans la merde des gens. Ah oui, bien sûr. Bonne foi et tout. On en parlera parce qu'il y a des trucs dramatiques. Il y a des trucs dramatiques, oui. Des cas dramatiques. Je vais te poser une question sur les 10 rumeurs que j'ai trouvées sur les impôts et les inspecteurs du fisc. Okay. Tu me dis si c'est vrai, pas vrai, ou tu ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai truc que j'ai trouvé sur Internet pour le coup. Ça marche. Le fisc, c'est tout de nous. Nos achats, nos voyages, toutes nos dépenses. Oui et non. Le fisc, c'est pas non plus l'œil de Sauron
d'accord ? C'est pas, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Le fisc sait tout de toi à partir du moment où on s'intéresse à toi. Demain, tu es contrôlé. Bon, il faut être très clair. A priori, on saura si tu es, comme dans le dîner de con, on saura si tu es une garçonnière, si tu as une maîtresse, si tu as tes achats, tes dépenses. Bien sûr qu'on saura tout. On va demander tous tes comptes bancaires. Si tu as des comptes bancaires à l'étranger, on fera des demandes d'assistance internationale auprès des autorités internationales. Moi, ça m'est arrivé d'écrire au fisc américain, à l'IRS, pour leur demander des informations. Donc, oui, à la fin, on sait tout. Et j'ai des anecdotes à ce sujet où il y a des gens, je les ai passablement épatés pendant le contrôle. Ils se sont dit, mon Dieu, il sait tout. Et tu sors des petites infos pour leur dire que tu sais. Oui. Un jour, je reçois un monsieur. C'est un contrôle fiscal personnel. Et ce monsieur, il arrive dans une tenue passablement dégradée, d'accord ? Moi, j'avais la fiche de programmation. Manifestement, c'est un monsieur qui avait des sommes très importantes qui transitaient par des comptes bancaires. Donc, je m'attendais à voir une sorte de dandy arriver. Et en fait, je vois un monsieur, mais vraiment très dégradé. On aurait pu le prendre pour une personne sans domicile. Et en fait, il arrive dans mon bureau. On est séparés simplement par une petite table d'écoliers. Et le monsieur, je lui dis, mais monsieur, excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Et donc, il se présente, il dit, je suis monsieur A, je suis de nationalité B, etc., etc. Je suis célibataire, tout ça. Je lui dis, d'accord, très très bien. Monsieur avec beaucoup d'argent, tu le sais qu'il en... Oui, moi je sais, mais il vient habillé de manière sinistre. Mais de manière grotesque, carrément ? Oui, de manière grotesque. En tout cas, sur la fiche de programmation, il est censé avoir un gros train de vie. Et donc, ce monsieur, en fait, bizarrement, il me donne sa nationalité, mais en le regardant, je n'ai pas le sentiment qu'il vienne de ce pays-là. Et donc, je sollicite les services du GIR, le groupement d'intervention régionale qui avait été créé par Sarkozy. Et en fait, j'apprends que ce monsieur, il a été plusieurs fois poursuivi pour des problèmes d'usurpation d'identité, etc., qu'il est rentré illégalement sur le territoire. Bon. Je le reçois la deuxième fois, il est toujours habillé de manière sinistre. Et je le regarde, monsieur, et je lui dis, monsieur, j'ai rêvé de vous. Alors il me regarde comme ça, un peu goguenard. Je fais, j'ai rêvé de vous. Et pour moi, vous n'appelez pas monsieur A, mais monsieur Dupont. Vous ne venez pas de tel pays, mais de tel autre. Et bizarrement, j'ai rêvé également de votre femme, parce que vous m'avez dit que vous étiez célibataire. Et je lui donne le prénom. Je lui fais, je continue, monsieur. Et je te promets. Le malin. En fait, c'était comme si on lui avait ouvert un robinet d'eau au-dessus de la tête. Il s'est mis à dégouliner. Je lui dis, bon, monsieur, je vous explique. Moi, mon rôle, c'est de vous contrôler. D'accord ? Je ne vous connaissais pas. Je vous oublierai après avoir fait votre dossier. J'ai rien contre vous. J'ai rien contre vous. Je lui dis, maintenant, vous me dites tout. Et ça se passe bien. Vous me cachez des choses. Et clairement, vous me prenez pour un idiot. Là, honnêtement, ça va être un voyage très pénible pour vous. Voilà. Est-ce que tu regardes le détail chez les gens ? Bien sûr. Est-ce que tu regardes s'il y a une paire de chaussettes de marque, un Bien détail, sûr. une ceinture, Bien une sûr. montre ? Je regarde tout. Ça t'est déjà arrivé justement de démuscler quelqu'un ? Oui. Pareil, un peu le même cas. Un jour, je reçois un monsieur, toujours pareil. Bon, il vient, il est habillé de manière pas terrible. Et je me dis dans ma tête, c'est bizarre, je comprends pas. Le gars, il a l'air plutôt sympa, il a l'air plutôt sincère. Son discours est cohérent, ça semble pas le truc trafiqué. Et plus le moment se passe, et plus je me dis, mais pourquoi on m'a donné ce dossier ? Voilà. Et on est toujours séparés par ma fameuse petite table, hein, c'est important. Ça a son importance, parce que si c'est trop loin, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais te demander de t'approcher. Et on était comme ça, et pendant qu'on discute, alors qu'il est vraiment dans une sale tenue, je vois un truc qui dépasse de sa manche. Je fais, parce que je compte sur le fait, effectivement, qu'il fasse vite la chose. Je fais, excusez-moi, monsieur, vous auriez l'heure ? Et lui, naturellement, il fait, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et là, je lui attrape la main. Il avait une marque de montre extraordinaire, je peux la citer, oui. Une Patek Philippe. Bon, pour les auditeurs, ça peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle était flambant neuve. Il avait juste oublié d'enlever ça pour venir. Il était venu habillé... Et tu lui attrapes la main ? Ah oui, je lui ai attrapé la main. Pas violemment, hein. Je lui attrape la main. Et tu dis quoi ? Et je lui ai fait comme ça. Jolie montre. Et en fait, au moment où je lui dis jolie montre, au moment où je lui attrape la main, j'ai vu dans son regard toute la défaite du monde. Voilà. À ce moment-là,
Il était hippon. Voilà, hippon. Il savait que, maintenant j'avais compris, je savais qui il était, et que on allait voyager ensemble un certain temps. Quel fou. Voilà. Ah, tu lui sors ça. Et il avait effectivement, tu avais raison sur le coup. Ah oui, j'avais raison, oui. Le redressement a été pénible. Alors attends, on finit les 10 rumeurs, pardon. Oui, j'en prie. Est-ce qu'un inspecteur du fisc a le pouvoir de pourrir la vie de quelqu'un s'il en a envie? Non. Enfin, ça dépend. Il y a effectivement des inspecteurs qui font leur travail avec un acharnement déraisonnable, qui est décorrélé de la mission. La mission, vraiment, système déclaratif, on constate qu'il y a une anomalie, c'est froid, et on te remet dans la position qui aurait dû être la tienne si tu avais correctement fait les choses. Ça, c'est le vrai contrôle fiscal. Voilà, l'acharnement pour lui pourrir la vie, le convoquer à répétition, le convoquer exagérément, lui poser des questions inutiles. Non, après c'est une question de personnalité, Guillaume. Hein. Tu as des inspecteurs, c'est mieux de ne pas passer avec eux. Voilà. Moi, toi, tu étais quel type d'inspecteur? Honnêtement, je n'ai jamais eu de retour négatif, et j'ai même eu beaucoup des personnes qui m'ont remercié de leur avoir ouvert les yeux sur le fait que malheureusement ils étaient très bons pour développer leur business, ou très bons mais ils étaient soit mauvais gestionnaires, soit très mal conseillés par des gens dont ça n'est pas le cœur de métier. Bon, comme je disais, voilà, la fiscalité, c'est le métier de l'avocat fiscaliste, point. Le fisc, donc les contrôleurs des impôts, peut écouter nos conversations téléphoniques. Est-ce que ça, c'est un truc que tu peux déclencher dans un contrôle fiscal solide? Alors, je voudrais écouter ce qu'il a dit. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais fait. Il y a des articles absolument extraordinaires en termes de puissance de l'État. Tu as l'article L16B du Code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, qui permet effectivement, sur intervention judiciaire, de faire des contrôles inopinés, de débarquer un peu à 6 h du matin avec tous les pouvoirs régaliens de l'État qui déboulent. Donc c'est possible. Les écoutes téléphoniques, très sincèrement, en tout cas en ce qui me concerne... Non, c'est pas sur toi, là, c'est en général. Est-ce que c'est possible ou pas sur certains cas très précis? Alors, peut-être que dans des cas de blanchiment d'argent ou des affaires extraordinairement graves de financement de terrorisme, j'imagine que oui, mais là, on est plus dans l'accompagnement pénal d'une procédure également fiscale. Si je retire trop d'argent liquide, la banque envoie un signalement au fisc et ça fait clignoter le fisc. En gros, c'est les questions qu'on trouve sur Internet. D'accord. Les rumeurs, les gens urbaines, comme tu veux, ou les rumeurs sur le fisc. Écoute, tout dépend si effectivement, je ne sais pas, moi, retirer de l'argent, généralement, tu sais, tu as un plafond. La banque t'autorise à retirer 500 € toutes les semaines. Après, ça dépend de ta carte. Ça dépend de ta carte. Si effectivement, j'en sais rien, moi, Sur des gens qui ont beaucoup d'argent, qui retirent 50 000, 100 000 € en cash. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est pas un signal d'alerte. Là où c'est un signal d'alerte, c'est si effectivement tu fais partir de l'argent vers l'étranger ou tu reçois de l'argent vers l'étranger. Voilà. La fiscalité, c'est quoi? Pour te résumer la chose, c'est en fait l'observation des flux financiers, des flux de patrimoine pour les qualifier. Tu reçois de l'argent d'un inconnu, c'est une donation. Tu reçois de l'argent en contrepartie d'un travail avec un patron vis-à-vis duquel tu es en état de subordination, c'est du salaire. D'accord ? Si tu te prostitues, eh bien, tu dois normalement être codifié comme quelqu'un qui est masseur ou kinésithérapeute. T'as déjà contrôlé des prostituées ? Alors, j'ai déjà contrôlé des métiers. J'ai déjà contrôlé une dame qui était haut fonctionnaire d'un ministère et qui effectivement, l'objet de la fiche de programmation, tu vas le comprendre, on la reçoit, on était plusieurs, et on lui dit bonjour madame. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Non. D'accord. Qui sont, alors j'invente les prénoms, je prends les noms français les plus connus. Qui sont messieurs Dupont, Durand et Martin. Elle fait, ce sont des amis. Je dis, ah bon? Ils sont très généreux avec vous, vos amis? Elle fait, non mais je suis libertine, je suis une coquine. J'ai dit, écoutez madame, c'est magnifique. Ça? Oui. J'ai dit, mais madame, c'est magnifique. C'était quoi comme somme? C'était 100 000, 50 000, etc. Ah, wow. Oui. Et donc, on lui dit, mais on est bien d'accord, madame, ces gens ne sont pas de votre famille. D'accord? Donc, a priori, l'argent que vous recevez de ces messieurs, quelle que soit la contrepartie que vous donniez, c'est-à-dire vos charmes ou autres, ce sont des donations.
Donc c'est taxé à 60%. Donc quand elle recevait de M. Dupont 100 000, l'État prend 60 000. Sauf que... Non, c'est pas fini. C'est comme les glaces. Tu sais, une glace, t'as la glace, et puis après, t'as les toppings, cacahuètes, caramel. Voilà. Donc, putain, 60. Attends, c'est vrai que tu peux pas donner d'argent à un pote? Ah, tu peux donner de l'argent à un pote. Tu aides un ami qui est dans le besoin. D'accord, bah, tu lui donnes 100 000 euros. D'accord, tu donnes 100 000 euros à un ami, 60% à payer d'impôts. Ton pote, il va recevoir 40 000. C'est abusé si tu as déjà travaillé et payé de charges sur le truc, tu vois. Ça paraît un peu injuste, ça. Oui, mais c'est le réel. Et donc, cette dame, ce qu'elle aurait dû faire, c'est signaler son activité ou se codifier sous un répertoire métier, d'accord, en disant qu'elle était, j'en sais rien, masseuse ou autre, en BNC, et puis elle aurait payé de l'impôt sur le revenu. Mais tous ces revenus extra rémunération de fonctionnaire, elle ne les déclarait pas. Bon, le fisc voit des flux financiers qui arrivent à son profit, taxés, point. C'est quoi les toppings, du coup, tu disais? Les toppings, c'est les pénalités. Hein. Quand tu masques les choses sciemment, que tu déclares rien, tu te prends 40%, et quand tu fais une organisation frauduleuse, etc., c'est 80%. Donc, quand tu organises de la fraude fiscale, écoute bien, parce que pour le coup, c'est même drôle. Enfin, drôle, c'est atroce, mais voilà, quand l'horrible atteint un tel stade, c'est presque comique. La personne reçoit 100 000. Elle doit payer 60%, elle va payer 60 000. Sauf qu'on va lui mettre la majoration pour fraude fiscale de 80%, c'est-à-dire 48 000. 80% de 60 000, ça fait 48 000. 60 000 et 48 000, 108 000, plus les intérêts de retard, on va dire, allez, 12 000, 120 000. Elle aura touché officiellement 100 000, elle devra rendre 120 000. C'est-à-dire qu'elle va rendre plus. Le fisc a une capacité presque christique de multiplier les pains. Ah là là. Et donc, elle était, in fine, du coup, à la fin, cette dame-là était haut fonctionnaire et elle se prostituait, du coup, c'était avéré? Alors, on va dire que c'était une dame qui avait des mœurs très libres, voilà. Elle a des cadeaux, elle a des sugar daddy. Oui, ou on pourrait dire au 19e siècle, elle avait des galants, elle était comme casque d'or, ni plus ni moins. Il y a eu des courtisanes, bon voilà, cette dame, voilà, elle était très libre. Je te continue dans les rumeurs, si tu veux bien. Je t'en prie. Il y en a beaucoup, et merci d'expliquer en tout cas très clairement si c'est vrai ou pas. Le fisc surveillerait les listes de cadeaux de mariage et les cagnottes en ligne. Alors, je ne l'ai pas pratiqué moi-même, je ne peux pas te dire si c'est vrai ou pas. C'est possible, mais ça passera probablement par des services de renseignement comme la BCR, la Brigade de contrôle et de recherche, la B2I, Brigade d'intervention d'investigation, la BRAT. Enfin, il y a des services dédiés. Donc c'est possible. Oui, il y a la Direction nationale des enquêtes fiscales. Donc oui, il y a des services dédiés, effectivement, à la collecte d'informations. Un gros mariage, par exemple, il y a une énorme cagnotte, c'est possible qu'il y ait un... Ah oui, on peut... Enfin, les services du fisc, si tu veux, sont là vraiment pour vraiment tout regarder. Si on fait trop de dons à une association, le fisc peut être alerté. Tout dépend de l'enjeu, en fait. C'est pareil, tu as un revenu brut global, c'est-à-dire, on va dire, l'entièreté de tes revenus représente, j'en sais rien, 30 000 euros par an. C'est-à-dire, tu gagnes 2 500 balles par mois, grosso modo. Si effectivement, j'en sais rien, moi, tu donnes pour 28 000 euros à des associations, tu vis avec quoi? Pas en te rongeant les ongles. Ça veut donc dire qu'il y a une suspicion potentiellement d'avoir d'autres revenus non déclarés et au final de faire des dons uniquement pour à la fin devenir presque comment on pourrait dire, non imposables. Mais le fait est en plus de ça que les dons sont plafonnés. Tu ne peux pas donner un volume illimité de choses. Il y a une prescription, au bout de 10 ans, le fisc ne peut plus rien faire. Alors, c'est étrange que Internet t'ait dit ça, parce que normalement, la prescription à l'impôt sur le revenu est triennale. C'est-à-dire, normalement, c'est au bout de 3 ans. D'accord ? Mais effectivement, ça peut être étendu à 10 ans en cas d'activité occulte. Ça peut être également le cas quand tu as des comptes bancaires à l'étranger. Et la prescription est sexennale, 6 ans, en matière d'impôt sur la fortune immobilière notamment. Elle peut aller jusqu'à 6 ans. Pas vu, pas pris, au bout de 6 ans, quoi. Ah, c'est arrivé, moi, que j'ai des affaires, effectivement, où je me rends compte qu'on était venu vraiment trop tard et on avait le contribuable en face qui l'avait parfaitement compris et réalisé. Et je dis, bien joué. Bien joué, hein. Je veux dire, voilà. Hein. Enfin, bien joué. C'est un énorme risque. Je ne peux pas conseiller aux gens de le faire parce que malheureusement, quand tu as le pied dans le piège à loup, crois-moi, tu cries. Tu cries fort.
Mais c'est vrai, hein. Il est fou. Alors, il y a une question qui est posée, que beaucoup de gens se posent. Le fisc surveillerait ce que l'on publie sur les réseaux sociaux. Oh, c'est totalement vrai. C'est vrai? Je me mets à l'aise. Bah oui. Moi, j'ai eu des gens... mais oui. Est-ce que je peux faire une petite digression par rapport à mon emploi actuel, ma profession actuelle? Avocat, avocat fiscaliste. Bien sûr, ouais. Bah, c'est arrivé que des gens que je défende, qui officiellement gagnaient 3 cacahuètes et 2 nèfles, sur Instagram, se prenaient en train de dire regardez à quel point ma nouvelle voiture est jolie. Bon, quand officiellement on gagne 2 cacahuètes et 3 nèfles, c'est pas pertinent, quoi. Hein. Oui, mais après, parfois, je sais qu'il y en a beaucoup qui font semblant d'avoir une vie de luxe sur Instagram. Oui, c'est une maladie du truc. Tout le monde va dire, regarde, Lambeau, il s'est mis devant une voiture sur un parking. Bien sûr, mais comme on en revient à tout ce dont on parlait avant, il va y avoir, entre guillemets, une enquête. C'est-à-dire il va y avoir un contrôle sur pièce pour savoir si toi, à ton nom, tu as fait immatriculer un véhicule. Allô, la préfecture? Bon, voilà. Oui, mais il a peut-être fait immatriculer au nom de sa mère. Oui, mais comme bon. Des footballeurs, par exemple, oui, mais tous les gens qui jouent avec le fisc ou fraude sont pas forcément les plus malins. Hein. Il y a aussi, on va dire, des dossiers faciles. Hein. Et donc ça, c'est vrai alors? Ah oui, c'est vrai, oui. Les contrôleurs, alors c'est du même acabit, mais pas loin. Enfin, c'est avec les nouvelles technologies. Le fisc utiliserait de l'intelligence artificielle, des images satellitaires ou des drones pour voir si vous avez des piscines ou des choses dans votre jardin. Totalement vrai. Totalement vrai. J'ai eu le cas dans un de mes dossiers. L'un des dossiers, je suis navré, hein, je redis, hein, ça c'est ma vie professionnelle passée, mais où intellectuellement, sur un mot, le contrôle a été très beau. C'est-à-dire? Un mot. C'est-à-dire? Je contrôle la personne et en fait, je contrôle ses déclarations d'impôt sur le revenu, je contrôle l'ISF, puisqu'à l'époque c'était l'ISF, et puis je vois que ce monsieur, alors que je vivais à Paris, est propriétaire d'un bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va cibler large. Bon, étant originaire, ayant passé toute ma jeunesse en Provence-Alpes-Côte d'Azur, autant dire que je connais la valeur, le prix du marché des biens. Donc, quand je vois sur la commune qu'il désigne dans sa déclaration d'impôt sur la fortune une villa à 300 000, je dis non, il n'y a pas de villa à 300 000 à cet endroit-là. C'est quelqu'un de connu, là? C'est quelqu'un qui, on va dire, représentait un dossier sensible. Voilà. Qu'on ne citera pas? Non. Mais c'est dans le cinéma? C'était un domaine artistique au sens général. Moi, je regarde l'adresse du bien. Et l'adresse du bien, je vais la changer. Mais on va dire qu'elle avait mis... Champs-Élysées local, quoi. Ouais, mais on va dire qu'elle avait mis comme adresse rue de la Marée ou rue de la Criée. Donc, rue de la Marée ou rue de la Criée, je me dis, oh, un bord de mer. Donc, un bord de mer, une maison à 300 000 €, j'ai comme un doute. Voilà. J'appelle les collègues du département en question, de la commune en question, et j'appelle les services de fiscalité immobilière. J'ai dit, est-ce que vous connaissez telle villa? Et là, on me dit, bien sûr, c'est une villa qui est très, très connue. J'ai dit, elle vaut 300 000. Bon, le collègue éclate de rire. Mais non, elle vaut plusieurs millions. Elle a été vendue dernièrement, elle vaut plusieurs millions. Et le gars en question, le collègue, me dit, moi, j'ai une passion dans la vie, c'est de faire, alors non pas des trucs en allumettes. Comme dans le dîner de con. Voilà. Comment ça s'appelle? Des structures. Ouais, des structures en allumettes. Non, là, il ne faisait pas des Baudéric et Baudérec, ni la Tour Eiffel en allumettes. Mais sa passion, c'était de survoler, on va dire, la région en question, en hélicoptère, et de prendre des photos des villas. Et donc, il me dit, attends, bouge pas, je t'envoie la photo de la villa. Bon, j'ai vu la villa, j'ai compris. Voilà, début de contrôle fiscal. Il s'était un petit peu trompé dans l'évaluation de sa villa. C'était quoi l'évaluation de la villa? Lui, il l'a déclaré 300 000, et elle était proche des 10 millions. Mais voilà. Pourquoi s'il joue pas plus fin, plus finement? Parce que là, ils savent que... Comme je t'ai dit, tous les gens qui jouent, des fois, veulent tirer le truc maximal. Hein. Donc je te finis les 3 rumeurs qui restent, mais en tout cas il y en a beaucoup de vrais finalement. Tu vois, les drones, l'IA, les piscines par exemple, beaucoup de piscines non déclarées. Oui. Est-ce qu'il y en a qui cachent leurs piscines avec un système de fausses herbes dessus, ou tu vois des trucs pour que quand il y a des Alors photos... honnêtement, il y a tout. Tout est possible, absolument tout. Donc très sincèrement, l'un des grands intérêts du contrôle fiscal, c'est que tu t'aperçois au final que l'âme humaine est insondable. Moi, très sincèrement, plus rien ne m'étonne.
Mais rien. Mais tu vois, j'ai beaucoup écouté les histoires de Philippe Boxeau, qui lui effectivement a vu des choses incroyables et je l'ai écouté, j'ai adoré. Mais en matière de contrôle fiscal, c'est pareil. D'ailleurs, tu connais la phrase de cet homme politique américain qui disait il y a deux choses certaines dans la vie, c'est la mort et les impôts. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à l'émission avec Philippe Boxeau. Le médecin légiste. Voilà, le médecin légiste. En matière d'impôts, plus rien ne m'étonne. J'ai vu des gens accuser leur sœur qui venait de mourir. D'accord ? Les deux sœurs qui me disent on va tout mettre sur l'autre, on s'en fout, elle vient de mourir. Je les ai regardés, j'ai fait quelle merveilleuse famille. Ouais. Ah waouh. Ça arrive sur le permis de conduire. Parfois, les gens qui viennent de décéder, ils mettent leur points, machin. Ou ils mettent sur la grand-mère qui conduit plus depuis 30 ans. Plus rien ne m'étonne. Voilà. J'ai vu des cas improbables de trésors soi-disant découverts. Voilà. Ou même mieux, le gars, il se fait contrôler et il dit « Attendez, vous n'allez pas me croire. » Je fais « Si, je sais ce que vous allez me dire. » Il me dit « Non, c'est pas possible. » Je fais « Si, monsieur. Vous allez me dire que votre comptabilité a brûlé. » Il me regarde, il me fait « Comment vous le savez ?» Je fais « Parce que c'est ma 4e ou 5e comptabilité brûlée. » Je fais « C'est dingue à quel point c'est inflammable. » Je fais « Évidemment, vous n'avez aucun double sur un disque dur. Hein. C'était uniquement comme les scripts du Moyen-Âge, tout papier, tout a brûlé. » Il me dit « Oui, regardez, j'ai la preuve. » Alors il me sort un constat de police, ou je ne sais plus comment, je ne connais plus le terme, pour constater que le véhicule immatriculé tel a brûlé. Je lui ai dit « Mais monsieur, là, vous me prouvez que votre véhicule a brûlé, pas que la compte a été dedans. » Je lui ai fait « Bon, le contrôle part très mal, je vous le dis. » ouais. Je lui ai dit « Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on va la reconstituer, votre comptabilité. » Je lui ai dit « Mais pas forcément en votre faveur. » À l'annonce d'un contrôle fiscal, si on disparaît dans un pays étranger, le fisc ne peut plus rien faire. Est-ce que tu en as qui, quand tu déclenches un contrôle fiscal, disparaissent? Est-ce que c'est arrivé? Oui, ça arrive, mais c'est vraiment, je le dis à tous les auditeurs, c'est la chose à ne surtout pas faire. Même pire que tout, alors là, pire que tout, c'est tu t'en vas quand tu sens que le vent est en train de tourner, que tu vas te faire contrôler, et tu t'en vas à l'étranger, et tu ne signales pas l'endroit où tu vas. Bon, tu ne le sais pas, mais il y a un contrôle en ton absence. Tu es contrôlé en ton absence, un peu comme un procès par contumace. Et là, tu te prends une tôle astrale, puisqu'il n'y a personne pour te défendre. D'accord ? Il y a une tôle mortelle de 500 000 € à titre perso sur toi. Le jour où tu vas revenir en France pour aller aux obsèques de Pépé, parce que tu as encore un petit cœur qui bat dans ta poitrine, il y aura probablement une interdiction de sortie du territoire. C'est-à-dire que ça sera un ticket pour venir en France, mais plus pour en ressortir. Voilà. Ça arrive? Oui. Il y a la police qui les attend à l'aéroport ou pas? Non. Alors, honnêtement, de manière concrète, comment ça se passe, je ne pourrais pas te dire, mais je sais qu'il y a l'émission de documents, c'est-à-dire une interdiction de sortie du territoire. J'ai eu... C'est l'inverse d'une OQTF, une obligation de quitter. Oui, c'est l'inverse. Là, on t'adore tellement qu'on veut te garder. Oh, putain. Donc, il ne faut pas partir à l'étranger parce qu'on sent qu'on va se faire contrôler. Là, ça va faire très très mal. Il m'en reste 2 avant de raconter des anecdotes très précises sur ce qui est arrivé. Les inspecteurs, dans les rumeurs, les inspecteurs ont des objectifs à remplir. Est-ce qu'ils ont un certain nombre de millions à redresser par an, par exemple? Alors, oui, il y a des objectifs. Non, il n'y a pas un objectif chiffré. Si effectivement, comme je te disais tout à l'heure, tu fais, sur les 13 affaires de ton année, tu fais 8 affaires qui aboutissent à des blanches, à des conformes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rehaussement, ton chef de service va te mettre sur ton bureau une fiche pour demander ta mutation parce que tu vas être considéré comme un mauvais inspecteur. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de rendre autant d'affaires conformes. Impossible. C'est quoi le redressement moyen pour... Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais et pareil, tout dépend. Si tu es en brigade départementale, à compétence territoriale départementale, on va dire qu'un dossier moyen, ça va être 50 000 €. Et une brigade régionale, ça va peut-être 300 000 €. D'accord ? Je dis ça sans vérification, mais c'est un peu l'esprit. Mais il est évident que une brigade départementale contrôle ta société ou une brigade régionale contrôle et ça aboutit à un rehaussement à 8 000, c'est une quasi-conforme et autant dire que c'est un échec du contrôle fiscal total. Dernière rumeur, les boutiques de luxe, c'est-à-dire montres, voitures de luxe sur certaines marques, préviendraient les impôts quand on achète une montre de luxe, par exemple, très chère. Il paraît que ça déclencherait quelque chose aux impôts.
Honnêtement, T'achètes une Patek Philippe, ouais. cité tout à l'heure. Est-ce que ça déclenche un truc? Disons que si tu veux, c'est pas... Enfin, il n'y a pas véritablement d'obligation de signalement, à ma connaissance, de ces enseignes, ou sinon elles arrêteraient de travailler. En fait, on va dire que c'est plus du côté de la banque qu'il y a un risque de signalement et de remontée à Tracfin. Tracfin, c'est un organisme, c'est l'ultra gendarme des flux financiers internationaux. Et quand effectivement, tout d'un coup, venu de nulle part et sans explication probante, t'as youpi 500 000 euros qui viennent du Pakistan. Ne t'étonne pas effectivement de faire l'objet d'un contrôle fiscal, sauf effectivement à prouver que tu as hérité d'un arrière-grand-père au Pakistan et que tout s'explique. Mais le travail du fisc, c'est de regarder les flux financiers, de les nommer, de les catégoriser et de voir s'ils ont été déclarés. Voilà. Est-ce que tu es capable, avec l'expérience, de savoir si tu vois des gens qui cadrent ici, des monteurs, l'équipe, est-ce que tu peux arriver à peu près à savoir qui aurait tendance à déclarer moyennement ses impôts et d'autres biens? Alors, simplement les regardant, je suis pas voyant. Ne croisez pas son regard, les gars. c'est la gorgone. À la fin, ils sont figés. Si je parle, si tu me fais parler avec l'un ou l'une d'entre eux pendant un certain temps et que je pose un certain nombre de questions, oui, à un moment donné, forcément, je vais un peu renifler le fait que le discours n'est pas très clair. Voilà. Quand tu commences à bafouiller, si je te pose un certain nombre de questions en disant « je comprends pas », voilà, et que tu n'es pas capable de m'expliquer véritablement l'origine des choses, oui, je vais te dire, bon, cette personne, a priori, elle est pas très réglo. T'as des mecs qui sont assez honnêtes, étonnamment, qui arrivent et qui assument, et qui te disent, quand tu dis, tiens, je préfère qu'on soit honnête, et dites-moi tout de suite, et il y en a qui disent, d'accord, j'ai merdé, j'ai voté, désolé. Oui. Est-ce que ça se passe mieux? Oui. Tu les arranges quand même? Oui. Mais il faut quand même que T'as un truc à annoncer, Rémi, derrière la cage qui rigole. Il faut quand même imaginer que le caractère spontané d'une autodénonciation ou du fait d'assumer doit être sanctionné d'une manière différente de quelqu'un qui essaye de t'enfumer. Jusqu'au bout, quoi. Mais bien sûr. Ou alors, dans ce cas-là, on ne fait aucune différence entre un escroc absolu et une personne qui a eu un moment de faiblesse dans sa vie, voilà, a mis la main à la caisse, etc., parce que sa femme était en train de mourir. Ça t'est arrivé, ça? Oui, c'est arrivé. Ouais, c'est atroce. Des situations tristes, finalement. Oui, et c'est terrible. Parce que c'est du social aussi. Oui, mais absolument. Ah, absolument. Et là, ton cœur d'inspecteur des impôts, est-ce que tu peux arranger cette personne-là parce que tu la trouves humaine et tu dis « j'ai rien vu » ? Je suis pas censé dire oui à ça, tu t'en doutes bien, parce que quand tu es inspecteur du fisc, tu prêtes serment. Heureusement qu'il y a des humains. Mais bien sûr qu'il peut y avoir, entre guillemets, une amnésie ponctuelle. Une amnésie ponctuelle de telle ou telle chose en disant, bon voilà, qu'on le veuille ou non, il y a une appréciation humaine de la chose. Heureusement, quelque part. Heureusement, oui et non, parce que à la fois en tant qu'inspecteur et avocat, je peux te dire qu'on est dans un pays de droit, et si, au final, c'est laissé à l'appréciation uniquement de l'inspecteur sur ses seuls critères moraux, le fait de rehausser ou de ne pas rehausser, tu te doutes bien que c'est la porte ouverte au libre arbitre le plus total, et on va dire au contrôle un peu au faciès ou à la bonne mine, et ça peut pas être ça le contrôle fiscal. Non, on parle pas de faciès, mais par exemple, tu te fais contrôler par la police, tu roules un peu vite, bon, il se trouve qu'ils se mettent à côté de toi, ils t'arrêtent. Il y a vraiment ta femme enceinte qui est en train d'accoucher. Bien sûr. Sur le papier, ils doivent te verbaliser. Bien sûr. Mais normalement, c'est pas pendant le contrôle fiscal que tu vas lever le pied. Le contrôle fiscal, c'est comme un photomaton. Le contrôle fiscal, c'est on prend la photo de tout ce que tu as fait de tordu, de pas bien, etc. Et quelles sont les conséquences économiques. Après, les suites du contrôle fiscal, il peut y avoir des démarches gracieuses. Tu peux faire un gracieux où tu dis, moi j'ai eu des cas de gens, mais c'est terrible à vivre, des gens en phase terminale d'un cancer. Ok ? Il faut être capable de le vivre, d'accord ? Et tu vas chez eux faire un contrôle fiscal ? Alors, c'est pas chez eux, non. Non, mais ça arrive effectivement d'avoir des choses où tu as les documents médicaux où tu sais que la personne est condamnée. Voilà, bien sûr que ça arrive.
Ou alors, tu sais que voilà, la personne s'est faite totalement escroquer. Je te donne un cas déchirant. T'en veux un? Bon, un cas déchirant, c'est que tu contrôles une société, et cette société, officiellement, le gérant, c'est un monsieur venu d'un pays étranger, et tu le reçois dans le cadre, puisque c'est le gérant, dans le cadre du contrôle, et ce gars n'est même pas capable de te faire une phrase en français. Tu comprends tout de suite que c'est pas lui qui dirige la boîte. Un homme de paille. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui signe les papiers pour le vrai propriétaire, pour que c'est celui qui aille en prison. C'est ça. Et là, quand malheureusement, c'est potentiellement la maison de l'homme de paille qui va se faire saisir, etc., c'est dramatique. Donc on essaye d'aider cette personne à dire toute la vérité, à dire qui il y a derrière, mais la personne a plus peur de se prendre 2 balles que d'avoir à payer une somme que de toute manière elle ne pourra jamais payer. T'as déjà eu des trucs avec des mafieux, t'as contre des, sans dire les noms évidemment, mais est-ce que t'as déjà eu des trucs avec la mafia où tu te dis tiens, oula. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé qu'il y ait des gens effectivement où clairement tout le décorum autour, laissait penser que on n'était pas loin des affranchis, oui. Ah ouais. Oui. En France. Oui, en France, oui. Et ça ressemblait à quoi, par exemple, quand tu dis ça? C'est une posture, c'est presque ce que la personne dégage. C'est on va dire, la fiche 3909 qui effectivement dit éventuellement son pédigré au niveau pénal les années précédentes. Bon, on se dit que l'argent, il vient soit de produits stupéfiants, soit de choses pas géniales. Voilà. Quand quelqu'un, dans sa fiche 3909, on sait qu'elle a fait X années de prison et est liée au grand banditisme. Bizarrement, on est très poli quand on reçoit la première fois. Ah, c'est vrai? Non. T'as eu peur pour toi déjà? Non, à titre personnel, jamais. Mais j'ai des collègues, effectivement, une jeune femme qui s'est fait attaquer à coups de hache, qui s'est défendue avec son ordinateur portable comme bouclier. Ouais. Il y a eu une affaire très triste, très récente dans le nord de la France, où un chef d'entreprise, je crois un ferrailleur, a kidnappé à la fois un chef de brigade et sa vérificatrice. Un contrôleur des impôts, chef de brigade, c'est ça? Oui, chef de brigade, c'est l'inspecteur principal qui dirige l'ensemble des inspecteurs et inspectrices de la brigade. Ils se sont fait séquestrer tous les deux, et puis le chef d'entreprise a tué le chef de brigade. Oui. Oui, il y a des affaires tragiques. Il n'a pas tué la dame? Comment? Non, il n'a pas tué la jeune femme, non. Mais bon. Il a été arrêté, ce monsieur? Je ne sais plus s'il n'a pas... il me semble de mémoire qu'il a mis fin à ses jours. J'ai un doute, mais il me semble. Donc oui, des affaires tragiques. Il faut comprendre qu'on touche à quelque chose qui n'est pas neutre. On touche à l'argent, on touche au pater, on touche... Tout ce qui relève du patrimoine touche aux affects. Quand demain, il y a un contrôle fiscal, tu vois, un contrôle fiscal où finalement, on rehausse la valeur du patrimoine d'un défunt, d'accord, qui effectivement l'avait déclaré dans les chaussettes. Et que dans la déclaration de succession, le taux des droits de succession vont être de 35, 40, 55, 60%, etc. Et qu'il va te falloir, toi, Guillaume, vendre pour payer tes droits de succession parce que tu n'as pas les liquidités, qu'il va te falloir vendre la maison de ta mère dans laquelle tu as appris éventuellement à faire du vélo ou tu as goûté pour la première fois de ta vie une cerise. Oui, effectivement, avoir à vendre... C'est arrivé, ça? Ça arrive. Ça, tu trouves ça normal qu'il y ait 60% d'impôts de transmission? C'est quoi ton... Alors... et qu'il y a des gens qui doivent vendre leur maison de famille. À titre tout à fait personnel, j'aurais tendance à dire que c'est quand même extrêmement violent. Après, tu me poses vraiment c'est un dilemme. Je me dis que, il y a des gens qui, effectivement, sont issus de familles extrêmement modestes, qui n'hériteront jamais de rien. Mais de rien, hein. Voilà, ou hériteront de dettes et devront refuser la succession. D'accord? Ça arrive. Voilà, t'as des successions, où au final, il y a plus, le moins est plus gros que le plus. Tu dis, merci, j'en veux pas. Je passe mon tour. Le mec, il refuse, du coup, oui, s'il y a plus de dettes que de créances, oui, il vaut mieux dire au revoir. Tu as été formé pour calmer les gens? Tu as eu une formation pour si jamais tu es face à quelqu'un d'extrêmement agressif, comment on peut le... Je pense que c'est une nature. Moi, si tu veux... faut jamais monter dans les tours, quoi. Non, il ne faut jamais monter dans les tours. Il n'y a même aucune raison. Et quand une personne est indignée, ça arrive. Moi, j'ai eu une chef de service une fois, parce que j'ai fait plusieurs services, qui avait un don de mettre les gens très très mal. Vraiment, c'était très dur.
Et à un moment donné, il y a un contribuable. J'étais mal, hein, j'étais mal à crever. Hein. Le gars, à juste titre, fait comme ça. Mais c'est pas normal, putain! Je vais pas me laisser faire, moi je vais aller devant le Conseil d'État. Et elle est restée stoïque, elle fait chiche. Voilà. Le gars s'est défait. Défait totalement. Il faut toujours parler correctement à un contribuable vérifié. Il faut être capable de comprendre la dimension très intrusive, la dimension très invasive, la dimension très anxiogène. J'ai eu des gens en tant qu'inspecteur, quand j'étais vérificateur, qui vraiment vivaient avec une acuité d'angoisse, mais extrême. On avait vraiment l'impression que la personne allait soit s'évanouir, soit mourir. Donc il faut être capable de faire redescendre ça. Ça fait partie du métier. Il faut pas que ça soit trop. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas là pour détruire. On est là, mais vraiment, on est là pour remettre dans les clous. Voilà. Et tu t'es déjà retrouvé chez quelqu'un que tu aimes bien, sans citer non plus, mais un comédien que tu aimes bien, un journaliste que tu aimes bien, un animateur télé, je sais pas, un politique que tu aimes bien, tu te retrouves chez lui, ou chez Conseil, mais face à face? Alors, il faut être très clair, la plupart, j'ai fait les dossiers à fort enjeu, les dossiers sensibles, et dans les dossiers sensibles, il y a des personnalités. Bon, dans les personnalités, il y a généralement, la plupart du temps, ils font appel à un conseil, et c'est plutôt au conseil qu'on a affaire. Après, il y a des personnes, on va dire, particulièrement connues, qui, tout d'un coup, déboulent dans le bureau. Ouais, c'est un peu un crève-cœur, ouais, ça peut arriver d'être embêté, quoi, bien sûr. Ce qu'ils te détestent alors que tu les aimes bien. On peut être un peu fan de quelqu'un qu'on va redresser, oui. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon inspecteur des impôts, avant de parler d'un cas concret que tu as eu aussi incroyable? Alors, pour moi, un bon inspecteur des impôts, on parle bien de la sphère du contrôle fiscal, hein, parce que, comme je t'ai dit, il n'y a que... Contrôle, là. Voilà, contrôle. Il faut avoir le sens de l'observation. Il faut aimer les gens. Ça peut sembler contradictoire, mais vraiment, il faut aimer les gens. Il faut aimer écouter. Il faut être fondamentalement psychologue. Mais fondamentalement, parce que, par exemple, si toi, demain, je redeviens inspecteur, je te contrôle, je vais te poser des questions et tu vas me parler. Et naturellement, inconsciemment, tu vas vouloir m'éloigner de ce que tu n'as pas envie d'aborder. Donc, un peu comme un psychologue, le plus important, c'est pas ce dont tu me parles, c'est ce dont tu me parles pas. Si tu ne me parles, par exemple, tu sais, en psychanalyse, si tu parles que de ta mère, à un moment donné, on va dire « et ton père ?» D'accord ? Là, c'est exactement la même chose. Si tu me parles que d'un monothème, je vais faire « très bien, je crois qu'on a fait le tour de ça. En revanche, ça, vous pouvez m'en parler ?» Voilà. Donc, c'est un peu une valse, c'est un peu une danse. Il faut se forger une intime conviction. Il faut aimer chercher. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on te dit. Il faut essayer de voir par-delà le discours, parce que des fois, il y a un discours et il y a une petite voix interne qui te dit ça sonne faux, ce truc-là. Voilà. Et donc, il faut aimer remettre l'ouvrage sur le métier. Donc, il faut être méticuleux, il faut être un peu obsessionnel. C'est pas une qualité, mais il faut être un peu obsessionnel. Il faut aimer les chiffres, qu'on le veuille ou non. Et puis, voilà, il doit y avoir aussi quand même un esprit, bon, ça semble un peu désuet, mais de justice sociale. Moi, j'ai toujours vu mon métier comme ça. Ton premier contrôle, c'était à quel âge ? Waouh. Moi, je suis rentré au ministère des Finances, j'avais 31 ans, 32 ans, il y a 20 ans. Je l'ai fait dans la foulée. Hein. Mais vraiment... Comment il s'est passé ? Atroce. Tout bonnement atroce, pour la bonne et simple raison qu'il y a une dimension d'illégitimité énorme. Parce que moi, du haut de mes 31, 32 ans, j'arrive auprès d'un chef d'entreprise qui a une cinquantaine d'années, 55 ans, et quelque part, tu lui expliques que tu vas le contrôler, que tu pourrais être son fils, il pourrait être ton père. Il y a une dimension qui est très dure. Tu es investi de tous les pouvoirs de l'État et au final, tu viens à la fin lui faire la leçon et lui taper sur les doigts. C'est quelque chose de... Il faut être... ça forge une nature, ça forge un caractère. Donc, la première fois, un peu comme dans toutes les professions, tu as envie de bien faire. Donc, peut-être que je n'ai pas été de l'empathie qui a été la mienne par la suite, dans les autres contrôles. J'avais trop peur de mal faire, j'avais trop peur de rendre une copie blanche. Plus dur. Oui, malheureusement, oui. Et qu'est-ce que tu n'as pas le droit... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé
avec des gens que tu n'aimais pas. Alors, on disait tout à l'heure que tu étais fan. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à des politiques qui ne sont pas, pas une appétence particulière pour leur parti, sans rentrer dans les détails, où tu te dis, tiens, j'aime pas trop celui-là? Alors, même si tu peux être amené à douter de ce que je vais dire, j'ai toujours fait la part des choses. Voilà. C'est humainement parlant, ou ses idées, ou qui cette personne représente est détestable pour moi en tant que personne. Là, je suis là pour faire le job. Le job, c'est de regarder est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Il n'y a pas un zèle particulier en me disant oh putain, lui, je vais me le faire. Ah ouais? Non, pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, jamais. J'ai jamais été concerné par... T'as vu, t'as pas eu la grosse tête à un moment donné, t'en as pas profité, où tu t'es dit tiens, je suis allé trop loin là, j'aurais pas dû. Ça arrive des erreurs dans tous les humains en fait. Avoir la grosse tête, c'est-à-dire? Oui, en profiter un peu, tu vois. Parfois, il y a des comédiens ici qui disent j'ai eu parfois la grosse tête, mes potes m'ont dit... Moi, je vois pas comment un inspecteur du fisc pourrait avoir la grosse tête, parce que bon... Qui arrive chez un milliardaire, j'en sais rien. Ouais. Et il y a un peu de jalousie, du coup, tu lui mets un peu de... Ah non, pas du tout. Alors franchement, je n'ai jamais envié, et je vais te dire... Ça serait légitime de voir la vie de quelqu'un de l'intérieur, tu vois la vie et tu dis putain... Mais non, mais alors je vais faire encore une petite citation de ma profession actuelle, mais c'est un petit aller-retour qui aurait pu se passer dans ma vie professionnelle d'inspecteur. C'est en tant qu'avocat, ça m'est arrivé de recevoir une dame, et sans parler du dossier, bon voilà, que la dame me dise « Mais je suis pauvre !» Je lui dis, mais excusez-moi, madame, vous pouvez me rappeler la valeur de votre résidence principale? 8 millions. Je lui dis, et le chalet à la montagne en Suisse? 6 millions. Et elle enchaîne, elle fait, mais je suis pauvre! Mais je te jure, Guillaume, qu'elle était sincère. Elle se percevait pauvre. Donc, moi... On est tous le pauvre de quelqu'un. On est tous le pauvre de quelqu'un, mais c'est surtout que, comme je te dis, si le père de cette dame était milliardaire, alors qu'elle n'est que millionnaire, elle peut se sentir pauvre. Peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant. Peut-être que sa seule richesse est son argent et le fait de devoir payer de l'impôt lui est intolérable puisqu'elle n'a pas eu ou n'a pas pu avoir d'enfant. On touche à la psychologie humaine la plus fine et donc il faut s'abstenir de toute forme de jugement, quoi. Tu étais dans la brigade des dossiers sensibles. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Comment ça se passait? Est-ce que, justement, vous partiez sur un politique à un moment donné? Est-ce que c'est Raphaël qui prend? Est-ce que c'est Isabelle qui prend? Comment c'était dispatché? Comment est-ce que c'était... En fait, si tu veux, tu as un chef de brigade. Après, tu as ce qu'on appelle le contrôle corrélé. Le contrôle corrélé, il faudrait presque que je rentre dans des détails. Alors, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Ce sont des détails un peu techniques. Tu as 2 types de contrôles fiscaux. D'accord? Et dans le deuxième type, tu as une subdivision de 2. C'est-à-dire que tu as le contrôle sur pièce et tu as le contrôle sur place, qu'on appelle le contrôle fiscal externe. On va savoir s'il y aura un contrôle fiscal externe, le vrai contrôle fiscal qui pique, ou si c'est simplement un travail en coulisses. Il peut y avoir le contrôle sur pièce, peut aboutir finalement à ce que, pam, tu reçoives une balle, c'est pas d'où ça vient, t'as vu personne. Putain, tu découvres dans ta boîte aux lettres. Oh, et on te dit vous êtes redressé de les lettres, je te l'ai dit. Donc tu reçois une 3924 en haut à droite, proposition de rectification, parce que là, le service qui a fait le contrôle sur pièce est certain du dysfonctionnement ou de l'énormité. Le contrôle fiscal externe a pour but d'expliquer des anomalies, des choses incompréhensibles, mais à les analyser, à obtenir des éléments que seul le chef d'entreprise ou le particulier peuvent fournir. Voilà. Quand le contrôle sur pièce, on est sûr qu'il y a un tir à mettre, le tir y part. Après, le troisième sort que peut subir un contrôle sur pièce, c'est le classement sans suite. Voilà. Donc, les affectations de dossiers, à un moment donné, tu as un volume de dossiers à faire, tu prends parmi ceux qui, effectivement, arrivent à la brigade. On dit pas, tiens, est-ce qu'il y en a un qui aime pas ce mec-là? Tiens, c'est pour toi, c'est pas... Non, parce que en fait, si tu veux, quand on parle de contrôle des dossiers à fort enjeu ou des dossiers sensibles, on est plus sur le volet contrôle sur pièce que dans le volet contrôle fiscal externe. Le contrôle fiscal externe, c'est vraiment très particulier. Sur le contrôle sur pièce, bon, j'avais tout un territoire géographique extrêmement important sur Paris, dans les plus beaux quartiers. Donc, j'ai contrôlé tout ce que Paris peut compter comme célébrité, grand patron, grand ministre. Ancien président? Sait-on jamais, hein? T'as déjà... t'as fait combien de contrôles fiscaux dans ta vie? Pouah.
Un certain nombre. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des célébrités? Tu déclenches un contrôle fiscal et les mecs, ils partent habiter en Suisse, à Monaco, pour plus être contrôlés fiscalement? Non, c'est jamais arrivé. C'est possible ça ou pas? Mais non, parce que comme je te disais, s'ils font ça, on va quand même les contrôler. Pourquoi? Parce que, bon, je ne sais pas si tu as cette référence, mais bon, tu es plus jeune que moi, mais forcément, tu l'as. Tu vois ce que c'est la DeLorean? La DeLorean. Retour vers le futur. Bah, voilà, Retour vers le futur. Bon, bah, c'est le pouvoir du contrôle fiscal. On ne travaille pas sur le présent ni sur le futur, on travaille sur le passé. Donc si demain, hop, tu fais Majax, tu t'en vas à l'étranger, on va dire, c'est pas grave. Au titre des dernières années, tu étais ici, donc on te contrôle au titre des années où tu étais ici. Donc tu peux faire comme les enfants, tu sais, quand ils sont tout petits, qui disent « ça y est, je suis caché », tu peux mettre la main et partir en Suisse. C'est foutu quand même. Foutu. Ah, je te parlais du piège à loup. Quand le piège à loup est activé, ça va faire. Il va y avoir un cri dans la nuit. Hein. Tu as qu'à contrôler pas mal de ministres et de gens importants. Qui fraude le plus? Est-ce que c'est plus les ministres de gauche ou les ministres de droite? Match nul, balle au centre. Match nul, balle au centre. Bon, oui. Mais ça reste des êtres humains avant d'être de l'équipe bleue ou d'être de l'équipe rose. On ne donne pas de nom, mais c'est juste rigolo de savoir, tu vois. Pour nous, contrôler un tel ou un tel, ça devient neutre. À la fin, c'est vraiment comme aller contrôler le restaurateur d'à côté. On est indifférencié par rapport au fait que ce soit monsieur le ministre. Mais un point, quand effectivement tu contrôles un ministre, un ancien ministre, tu vois, j'en trépine du pied. Quand tu contrôles comme un chat, tu sais qui s'énerve. Quand effectivement tu contrôles un ministre et que finalement sa sainteté daigne enfin te répondre en disant « Monsieur l'inspecteur, c'est bien volontiers que je prends 5 minutes de mon temps précieux pour vous répondre », signé conseiller d'État honoraire, parce que il y a encore des fonctions honorifiques. Bon, bah, tu te doutes bien que si lui ou elle a méconnu la loi fiscale alors que ce sont des ministres, tu te doutes bien que tu as envie de taper extrêmement brutalement. Ben oui. L'exemple doit normalement toujours venir d'en haut. Faut pas aller fracasser le petit si quelque part celui d'en haut a la paix. On va parler justement de l'affaire qui t'a fait quitter le métier. Juste avant, tu parlais des impôts qui sont remboursés. Sans citer de nom, mais un grand comédien, un jour, tu vas voir une énorme somme. C'est possible de se faire rembourser du coup? Oui, il est possible de bénéficier de crédits d'impôt si effectivement tu as, on va dire, un certain nombre de placements qui font que tes revenus d'activité viennent être écrasés à la fin. Oui, il peut y avoir, par le jeu de différents dispositifs, on peut se retrouver tout en ayant quand même des revenus avec un impôt à zéro. Oui, ça arrive. Et même de l'argent qui est rendu, ça arrive. C'est quoi un comédien? Tu as déjà vu combien de rendus en somme d'argent à peu près? Donne pas de nom, on s'en fout. Non, mais des montants importants. Des montants importants. Mais bon, après, c'est sûr que ce qui est toujours très compliqué, c'est de voir, comment on pourrait dire, la nature humaine. C'est-à-dire que tu peux voir des gens se comporter de telle ou telle manière dans les médias sur le plan de leur rapport à l'argent et du fait qu'il faut être très généreux avec les autres, et de voir qu'en réalité, ils ont une approche un petit peu différente. C'est faites ce que je dis. C'est ça. Ça c'est toujours... je trouve les gens toujours, qui disent donner aux autres et puis qui... C'est toujours très... C'est désolant, en fait. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça désolant. Mais bon, voilà, je ne suis pas moraliste. D'ailleurs, tu sais, quand je suis rentré à l'École nationale des impôts, on a eu une allocution du ministre de l'époque qui était Jean-François Copé. Et Jean-François Copé nous avait dit... La loi fiscale n'est pas la loi morale, n'est pas une loi morale. Et sur le moment, je ne l'ai pas compris, mais il avait raison. En fait, si tu veux, demain, si tu kidnappes, j'en sais rien, moi, des chiots et que tu vends les organes de petits chiots, tu seras taxé. Si demain... Attends, tu peux taxer un truc illégal? Bien sûr. Tu peux payer des impôts sur tu vends du shit, tu payes des impôts? Bien sûr. Non, mais c'est pas possible, ça. Possible, votre honneur. Donc, quelqu'un qui a fait du trafic de drogue... Tu connais l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? L'argent n'a pas d'odeur, ça vient de l'empereur Vespasien, qui a donné son nom aux pissotières, qu'on appelle dans le langage les Vespasiennes. Et c'est pecunia non olet en latin. L'argent n'a pas d'odeur. En fait, il avait créé un impôt sur l'urine. D'accord ? Pour assouplir les peaux de bête pour pouvoir écrire plus facilement. D'accord ?
Et son fils, horrifié par que son père crée un impôt sur quelque chose d'aussi vil que l'urine, était allé voir son père et son père lui avait mis des pièces sous le nez. Il lui avait demandé si quelque part ça sentait l'urine. Force est de constater que non. Donc ça a donné l'argent n'a pas d'odeur et que donc, si tu veux, Attends, mais il peut y avoir de l'impôt sur tout. Si vous arrêtez, ça t'est déjà arrivé de taxer un truc illégal? Est-ce que ça m'est arrivé de m'occuper de gens qui avaient fait des activités illicites? Oui, c'est arrivé. Et comme quoi, par exemple, tu avais pris de l'argent? Comme ce que tu as cité. Le trafic de drogue? Oui, le trafic Sur de la cocaïne, ils vont payer la TVA. Ils vont payer de l'impôt, bien sûr. Non, c'est pas possible. C'est incroyable, cette histoire. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Demain, il y a des gens, des fois, qui fanfaronnent en disant ouais, mais de toute manière, je m'en fous de faire 2 ans de prison. Je vais faire 2 ans de prison, mais en attendant, je garde ma villa et je garde mes voitures de luxe. Non. Non, il y aura un établissement qui s'appelle l'Agrasc, l'agence pour le recouvrement, je crois, des avoirs de la criminalité, qui va prendre et va tout vendre. Et donc, il y a de très belles montres de luxe qui sont vendues par l'Agrasc, ce genre de choses. Voilà. Quand il y a des go-fast, des machins, quand il y a du cash récupéré, je me suis toujours demandé où ça allait, tu sais, l'argent du trafic de drogue, il y a des valises attrapées par le GIGN, machin, ils en font quoi? Par la BRI? En fait, si tu veux, il faut comprendre que l'impôt est là pour faire fonctionner un budget national. D'accord? Le budget national, tu as les écoles, tu as les pompiers, tu as tout ce que tu veux. Il faut que ça tourne. Donc, l'impôt, si tu veux, il est prévu, il est fixé dans l'article 13 de la Constitution, enfin, dans l'article 13, pardon, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intégré au préambule de la Constitution du 4 octobre 58. Bon, dans son article 13, il est dit à peu près cette chose-là, c'est que chaque contribuable participe au budget à hauteur de sa capacité contributive. D'accord? Donc, quand quelque part tu es citoyen français, par définition, on ne te demande pas ton avis, tu consens à l'impôt. D'accord? Maintenant, tu ne consens plus à l'impôt, tu as envie de partir, pars. Sauf que pour partir, il faut faire les choses proprement parce que tu as quand même des ânes. Tu as des gens qui sont persuadés de « ça y est, j'ai créé une boîte à Dubaï, ça y est, je suis plus concerné par la France. » Faux. Faux. Il y a des notions, alors ça vraiment c'est très important, je veux que tout le monde l'entende, il y a des notions en droit fiscal qu'on ne retrouve ni en comptabilité ni en droit des affaires. D'accord? Tu as des notions de jurisprudence comme par exemple la notion d'établissement stable, la notion de résidence fiscale, des notions comme l'acte anormal de gestion. C'est-à-dire que tu peux avoir fait comptablement, c'est nickel, droit des affaires, c'est nickel, mais au niveau fiscal, on va te dire, c'est pas bon. C'est pour ça que moi, en tant qu'avocat fiscaliste, je dis toujours aux gens, c'est très bien que vous ayez un expert comptable, c'est très bien que vous ayez un conseiller en gestion de patrimoine ou qui vous voulez, un notaire, mais la fiscalité, c'est mon travail depuis 20 ans. Et une appréciation un peu balourde à l'emporte-pièce, ça finit au cimetière. Au propre, des fois, et des fois, au figuré, des fois au propre. Voilà. Et je peux te dire que j'ai eu des cas où, à un moment donné, il y a un expert comptable qui m'appelle en tant qu'avocat et qui me dit « Il faut absolument que je vous voie. » Bon, je lui dis bah, « Écoutez, oui, ok. » Il vient, j'ai reçu un fantôme, Guillaume, un cadavre. Le gars, il était gris, quoi, je veux dire. Et on aurait dit que ça y est, il allait décéder. J'ai dit « Mais dans mon bureau, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il me dit comme ça, bah, j'ai mal appréhendé tel article du Code général des impôts, je pensais que j'avais compris, et puis là, il y a une de mes sociétés clientes qui vient de se prendre un rehaussement d'1,5 million d'euros. Je fais waouh. Je lui dis, bah, vous avez prévenu le gérant? Non. Je lui dis, mais la première chose, monsieur, c'est d'appeler le gérant. Je lui dis, mais de toute manière, vous avez une assurance en responsabilité civile. Il me dit, bah ouais, mais elle est plafonnée à 500 000 euros. Je lui fais, vous êtes très mal, monsieur. Très, très mal. Voilà. Donc, c'est en ça que je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent que la fiscalité... Il faut un avocat fiscaliste. Oui. Point. Point, point, point. Quand j'entends des clients me dire « Non, mais bon, là, ce dont vous me parlez, c'est bon, j'ai vu avec mon expert comptable. » Waouh. 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 Tu n'imagines pas le nombre de... Tu m'effraies quand tu fais ça. Ah ouais? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je pourrais te citer tellement de dossiers où il y a eu... alors tu sais, j'ai des clients qui me disent « Non, mais dites-moi en gros. » Je fais « Non, je ne fais pas. » Qu'est-ce que ça veut dire en gros? À la louche? Au doigt mouillé? Non.
c'est correct ou c'est faux. Alors je le dis, tu sais comment mes clients m'appellent? Ils m'appellent Monk. C'est la série américaine, tu sais, d'un gars assez obsessionnel, etc. La fiscalité suppose l'humilité, la précision. Et moi, je reprends souvent, tu sais, la devise de René Descartes, pour être certain, je doute de tout. Donc, même les choses les plus simples, je vais les vérifier. Mais pourquoi? Parce que je joue ma tête, je joue ma responsabilité civile professionnelle dessus. Donc, il n'y a pas d'à peu près, oui, mais... Moi, j'ai des fois des clients qui me disent, non, mais c'est bon, ça, je l'ai vu de mon côté. Je fais, non. Non, il n'y a pas une partie que vous allez sous-traiter. Et moi, je ne vais pas partir du principe que ce que vous dites est pertinent. C'est je fais tout le dossier. Et voilà. Mais bon, déjà, quand tu as un bon expert comptable, il faut faire attention déjà. Quand on a un bon expert comptable, hyper important pour les gens qui nous écoutent. Un bon expert comptable, déjà, il est bon quand il fait tes déclarations dans les délais. Pourquoi, Guillaume? Parce que si tu es contrôlé, qu'est-ce qui se passe? Que ton expert comptable n'a pas déposé dans les délais. Eh bien, ça n'est pas la procédure de contrôle fiscal naturelle qui va être appliquée, c'est-à-dire la PRC, la procédure de rectification contradictoire, c'est la procédure de taxation d'office. Alors, on va me dire, quelle est la différence? Eh bien, quand tu déposes même des chiffres pas très bons, mais dans les temps, tu es protégé par la procédure de rectification contradictoire, tandis que quand... Il faut mieux déclarer des trucs pas totalement... Ah oui. Ouais. Ah waouh. Notez greffier, hein. Là, c'est ultra important ce que je dis là. Parce que si tu es en taxation d'office, parce que les choses n'ont pas été déposées, parce que l'expert comptable était surbooké et n'a pas pu faire le boulot, il y aura renversement de la charge de la preuve en cas de contrôle, c'est-à-dire que ça sera à toi de prouver que c'est l'administration fiscale qui s'est trompée. Tu as démissionné oui. de ce métier oui. Suite à une affaire, on ne citera pas le nom. Oui. Oui. C'était sous la présidence d'Hollande, c'était à l'époque d'Hollande, mais on ne donnera pas le nom de la personne. Oui. Est-ce que tu peux raconter? Alors, moi, j'ai démissionné, pour être tout à fait précis, relativement récemment, parce que pour être tout à fait transparent, j'ai d'abord pris une mesure de disponibilité. Le dispo, c'est comme à la police, ils peuvent prendre jusqu'à 10 ans pour faire un autre métier, essayer. Sauf que moi, ça avait été raccourci, donc j'arrivais vraiment au terme. Mais parce que je crois, c'est bête à dire, mais je suis assez vieux, bon, j'ai 52 ans pour avoir fait mon service militaire. Je l'ai fait comme aspirant sous-lieutenant. Donc j'étais jeune officier durant mon service militaire. J'étais content de servir. Je suis devenu conseiller de l'emploi. J'étais content de servir les demandeurs d'emploi. Je suis rentré dans l'administration fiscale. J'étais content de servir, on va dire, l'intérêt général. Et je voyais ma mission de contrôle fiscal de cette manière-là. Tu la prenais à cœur, quoi. Je la prenais à cœur. Moi, je fais tout à cœur. Maintenant, en tant qu'avocat fiscaliste, quand je m'occupe d'un dossier, je veux le défendre comme si c'était celui de ma mère, que ce soit pour le conseil ou pour le contentieux. Je veux mettre mes tripes sur la table. Je ne sais pas faire à moitié. Bon, voilà, c'est comme ça. Et si tu veux... Effectivement, bon, moi je suis rentré dans un ministère où il y a eu plusieurs affaires successives. Voilà, il y a eu l'affaire, on le sait, de Guémard avec l'histoire de son appartement. Il y a eu l'histoire de Thévenoud avec la phobie administrative. Il y a eu l'affaire Cahuzac, etc. Bon, moi, si tu veux, il arrive un moment où il faut pouvoir être raccord avec ses idéaux. Voilà. Et très clairement, j'ai vu un certain nombre de dossiers subir des sorts tout à fait différents en fonction de qui était contrôlé. Ça n'était pas l'idée que je m'en faisais. Je ne dis pas que c'est fréquent. D'accord ? Je ne veux pas que les gens qui vont nous écouter pensent que c'est fréquent. C'est tout à fait anecdotique. D'accord ? La plupart des gens de l'administration fiscale font un travail remarquable. Ce n'est pas le problème. Mais et toi, qu'est-ce que tu as vu sur ton cas ? Moi, si tu veux, j'ai vu effectivement qu'en prenant tel ou tel dossier, à un moment donné, on m'a demandé de le rendre. On m'a dit, voilà, ce dossier, c'est pas fondamental que tu le traites. Fais-en d'autres. Voilà. Alors que c'était un ministre, il y avait des trucs, tu veux dire ? Disons que j'ai même pas eu la possibilité de savoir s'il y avait des trucs ou pas des trucs. C'était un dossier que je devais faire. Finalement, on a considéré que c'était pas pertinent que je le fasse. Mais c'était pas moi qui étais allé le chercher. On me l'avait attribué pour finalement me le reprendre. Bon, voilà, c'est pas l'idée que je me faisais du service public, que je servais. Et puis j'avais fait le tour, j'avais envie de me réaliser autrement. Et mine de rien, comme tu le sais, tout à l'heure je le disais, arriver à une soirée en disant je suis inspecteur et d'entendre une espèce de sursaut de recul, je préfère maintenant dire que je suis avocat fiscaliste. Bizarrement, ça passe mieux.
Il y en a qui vont en prison quand tu les contrôles. À la fin, est-ce qu'il peut y avoir de la prison? On parle d'amende depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu as le pouvoir d'envoyer quelqu'un en prison si tu détectes un énorme truc? Alors, en tant qu'inspecteur, tu n'as pas le pouvoir. Disons qu'il y a des dossiers à dimension correctionnelle. Bien sûr. Si tu es dans des dossiers à carrousel de TVA, ça m'est arrivé de défendre un dossier de carrousel de TVA. Bon, c'est un montage où il y a 3 sociétés. Le but étant... c'est ça un carrousel de TVA, ouais. C'est 3 sociétés, ça tourne rond, quoi. Il y en a une qui est valable, qui est située dans un pays de l'Union européenne, et 2 qui sont situées en France et qui dysfonctionnent, avec une particulièrement défaillante. Ça vient fausser le jeu de la concurrence. Ça a été le cas de la taxe carbone. Bon, voilà, c'est une fraude qui est très connue. Bon, un jour, je représente l'administration fiscale devant le tribunal correctionnel à Bobigny, et le gérant, puis se met un peu comme ça à pleurer, à dire « Ah, j'ai tout perdu, ma femme m'a quitté, etc. » Et puis là, le juge reste impassible, il dit « Monsieur, vous venez de goûter à la règle des 3 D, dépôt de bilan, dépression, divorce. » Voilà. On pourrait rajouter le 4e, décès. Voilà, parce que malheureusement, des fois, ça arrive que des chefs d'entreprise se tuent en plein contrôle fiscal, ce qui est absolument terrible. Terrible. T'as déjà eu? Non. Moi, non. Un de mes collègues, oui. Il est rentré totalement défait, livide, en état de choc. Il venait de rentrer, le chef d'entreprise s'était tué. Et faut vraiment prendre la mesure que c'est extrêmement choquant. Voilà, extrêmement choquant. Ça n'est en aucun cas, comment on pourrait dire, la mission des agents du fisc que d'aller abîmer la vie des gens. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dont je tiens à témoigner. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de dire, écoutez, là, vous êtes loupé, soit parce que vous avez été mal conseillé, soit parce que vous n'avez pas été conseillé, soit parce que vous avez été débordé, soit parce que vous êtes tombé malade, mais il en manque, donc voilà comment ça va se passer. Pour terminer, mais est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur la déclaration d'impôt importante? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose, une connerie que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire, ou un truc tu vois, assez simple quel conseil tu donnerais à tes amis, tu vois, sur la déclaration d'impôt? On sur la déclaration d'impôt, je dirais déjà avant tout qu'elle soit sincère et complète. C'est un peu une évidence. Par exemple, on va dire qu'il y a beaucoup de gens, plus ou moins jeunes, qui investissent en matière de crypto. La plupart des cryptos, c'est, on va dire, de l'argent sur des plateformes qui, pour la plupart, sont basées à l'étranger. Qui dit crypto-monnaie dit case 8UU. La case 8UU, j'ai des comptes à l'étranger. La case 8UU égale formulaire 3916 à remplir. Formulaire 3916 à remplir, déclaration de revenus d'origine étrangère, formulaire 2047. En fait, si tu veux, le fisc regarde la cohérence globale. D'accord ? Je donne un exemple de motif de programmation. Tu as, on va dire, des revenus de programmation, fonciers. C'est le déclenchement de contrôle fiscal. Absolument, pardon. Tu as des revenus fonciers, d'accord ? Tu es propriétaire de plusieurs biens, absolument. Et j'en sais rien, tu as une année, je prends volontairement des chiffres importants pour que ça parle, et surtout qu'on voit le delta. Il y a une année, tu as 100 000 euros de revenus fonciers. L'année d'après, tu as 88 000 euros de revenus fonciers. L'année d'après, 105 000. C'est constant. Puis tout d'un coup, il y a une année, tu as 40 000. Là, les services fiscaux vont aller vérifier si tu as vendu des biens. Non, tu n'as vendu aucun bien. Ils vont voir dans la base nationale des données patrimoniales, et ils vont voir que tu n'as aucun patrimoine qui est sorti. Alors là, on va commencer à se dire, tiens, à quoi ça pourrait correspondre? Est-ce que tous les locataires sont partis en même temps? Là, avant de contrôler, on va envoyer une petite fiche de renseignement en disant, excusez-nous, au regard de votre dernière déclaration, il apparaît un effondrement de vos revenus fonciers. Pourriez-vous nous en expliquer la cause? Dégâts des eaux, réfaction des immeubles, départ, etc. S'il n'y a pas de réponse, à un moment donné, il va y avoir un problème, il va y avoir un contrôle fiscal. D'accord? Donc, en fait, le conseil que je donnerai aux gens, c'est vraiment de bien mesurer que, j'en reviens toujours parce que c'est fondamental, le système fiscal, il est déclaratif. T'as envie tu n'as pas envie de dire que tu as des comptes à l'étranger, que tu as des comptes sur des plateformes crypto, etc. Très bien, tu vas être contrôlé. Comment moins payer d'impôts? Comment moins payer? Tu as un conseil simple, un truc vraiment facile?
Un conseil simple pour moins payer d'impôts, je vais te dire, tout dépend véritablement de la nature de tes revenus. Si effectivement tu es salarié, c'est terrible à dire, mais tu peux moins défiscaliser que les autres. Si tu es chef d'entreprise, il y a plus de dispositifs pour véritablement faire en sorte de payer moins d'impôts. Donc en fait, il n'y a pas de... Enfin, truc miracle. C'est pas pour, non, c'est pas ça. C'est pas pour me faire de la pub, mais très sincèrement, c'est du cas par cas. La plupart des gens pensent, là dans ma clientèle, ça arrive des fois que des gens pensent, entre guillemets, que c'est action-réaction. Non, la fiscalité, c'est véritablement du sur-mesure, ça n'est jamais du prêt-à-porter. Donc il existe des dispositifs. Maintenant, de là à te dire, ouais, je pense que c'est très bien de prendre un Pinel, non, je pense que c'est nul de prendre un Pinel, pour plein de raisons que je pourrais développer. Mais le Pinel comme moyen de défiscalisation, c'est zéro. Donc non, il existe des possibilités de défiscaliser. Oui, tu peux faire des placements, des investissements, mais qui sont pertinents et qui s'inscrivent dans une stratégie globale, une stratégie patrimoniale. Raison pour lesquelles il faut aller consulter. Retenez, enfin, je voudrais vraiment que les gens retiennent une chose, la fiscalité. Bon, est-ce que toi, matin, midi et soir, tu as envie de parler de fiscalité? Je pense pas, tu as d'autres passions dans la vie. Et je te le souhaite, voilà. Pas le truc qui m'excite le plus, voilà. Tout le monde, mais c'est intéressant de t'entendre parler, en tout cas. Voilà. La fiscalité, si tu veux, elle n'est intelligente que quand elle est envisagée à court, moyen et long terme. Tu peux très bien aller voir un professionnel, tu vas voir encore un expert comptable qui te dit « Super, vous, là, le bien, il va falloir que vous le mettiez en SCI. » Moi, je dis toujours à mes clients, pourquoi en SCI? Et les gens ne savent même pas répondre. Ensuite, je leur dis, c'est une SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Et là, ils me disent, je crois que c'est à l'IS. Pareil, je leur dis, pourquoi? Ils ne savent pas me répondre. Vous devez vous approprier la compréhension de ce qui est fait sur votre patrimoine, que le conseil vienne de l'expert comptable, du CGP, du notaire et de l'avocat fiscaliste. Je ne veux jamais qu'un de mes clients n'ait pas compris pourquoi je pense que sur les différents scénarios qu'on a envisagés, celui-ci était le plus pertinent. Je veux que les gens comprennent ce que je leur dis. Je ne suis pas gourou de secte. Voilà. J'interviens sur des choses très personnelles, le patrimoine. Donc, je veux que les gens comprennent. Tes clients, il y en a qui ont des gros revenus. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des revenus plus classiques? Oui, bien sûr. Tout le monde peut aller voir un fiscaliste? Oui. À partir de quand c'est intéressant, en fait? Est-ce que quand tu es salarié et que tu gagnes un salaire classique, ça vaut le coup quand même? En fait, si effectivement tu es salarié, mais que tu envisages de faire ton premier investissement immobilier, c'est-à-dire de te mettre à avoir un bien que tu vas exploiter en LMNP, en location meublée non professionnelle, quand tout d'un coup tu envisages éventuellement une petite activité annexe en parallèle de ton activité de salarié, mais que tu veux savoir comment structurer, quand tu as envie de parler éventuellement de l'héritage à recevoir, du patrimoine à recevoir de tes parents. C'est important d'en parler. Moi, c'est arrivé, si tu veux, qu'il y ait des gens qui viennent me voir pour intervenir sur un patrimoine d'un client, et le client en question, il était en phase terminale d'un cancer, voilà, et le monsieur, alors que j'étais censé intervenir sur son patrimoine pour permettre un abaissement légal des droits de succession, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous comprenez qui je suis et la raison pour laquelle vous êtes là? Et il me fait, excusez-moi, je ne sais plus trop, non, je vais pas bien. J'ai regardé tout le monde, les frères et sœurs, le notaire qui était venu. J'ai fait l'entretien est terminé. L'un des enfants m'a regardé en me fusillant des yeux, et j'ai dit, je suis désolé, je ne toucherai pas au patrimoine de quelqu'un. Je n'ai pas vocation à intervenir pour restructurer le patrimoine de quelqu'un qui ne me mandate pas, qui est inapte, qui est dans l'incapacité de consentir de manière éclairée. J'ai fait, il n'y aura pas de rendez-vous. Et là, ils m'ont dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte? J'ai dit, il fallait le prévoir avant. Je suis navré pour vous. Mais si je le fais, je suis un escroc. D'accord? Mais qui serait-je? Est-ce que le pauvre monsieur, il sait plus... Voilà. Et comme je dis toujours aux gens, je ne suis pas devenu avocat fiscaliste pour devenir mercenaire. L'idée, ce n'est pas... De rouler dans des voitures de dingue, pas du tout. L'idée, c'est de délivrer une obligation complète, loyale, sans réserve, et de permettre aux gens de vraiment comprendre les écueils, voilà, de réaliser les choses. Il y a des contrôles fiscaux pour des gens décédés. J'ai découvert le contrôle fiscal du mort. Oui. Tu l'as fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert et comment ça se passe? En fait, si tu veux, comme je te l'ai dit, le contrôle fiscal,
c'est un travail sur le passé. Je peux te donner un exemple qui est très, très banal de contrôle fiscal, qui est fait par une structure particulière qu'on appelle le PCRP, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine. Ils interviennent notamment sur tout ce qui est donation, succession, etc. Bon, quand il y a une succession et qu'on s'aperçoit que Pépé, qui est mort, et c'est bien du chagrin, Pépé est mort, mais que Pépé ne déclarait rien à l'ISF, plus exactement à l'impôt sur la fortune immobilière, parce que le temps a passé, on s'aperçoit finalement que Pépé était propriétaire de 2 appartements à Monaco. Bon, je pense que tu dois savoir quel est le prix moyen d'un appartement à Monaco. Le prix moyen au mètre carré peut monter à 100 000 euros. Donc si tu es propriétaire d'un bien qui fait 40 mètres carrés, ça peut valoir 4 millions d'euros. Bon, tout d'un coup, on s'aperçoit que Pépé, il n'avait jamais déclaré ça à l'impôt sur la fortune immobilière. T'as le cas ? Bien sûr. Et c'est révélé par la déclaration de succession. Là, tu peux être sûr, et là, pareil, c'est un point très important que je dis à tes auditeurs, tu peux cacher ce que tu veux. Mais il arrivera un moment où la lumière aveuglante de la révélation viendra sur toi. C'est ce qu'on appelle le fait générateur de l'impôt. Le fait générateur de l'impôt, c'est effectivement la mort de Pépé et la déclaration de succession. Le fait générateur de l'impôt, ça sera le moment où tu auras besoin de liquidité, tu voudras vendre. Ah bon, tu vas vendre un truc que tu n'as jamais déclaré? Mais c'est magnifique. On va revenir sur le passé et on va te remettre d'équerre, on va te remettre droit. Tu comprends? Donc, de dire oui, mais non, pour le moment, ils ne le savent pas, ils ne le sauront jamais, quand tu vas mourir. Ils le sauront et ils viendront. Donc, il y a des successions sur ce qu'on appelle des oiries. H-O-I-R-I-E-S. Une oirie, c'est le nom qu'on donne à la succession. On va dire que Raoul Martin est mort, eh bien, il va y avoir l'oirie Raoul Martin. Et donc, on va aller contrôler l'oirie Raoul Martin. Tu vas contrôler une succession. Oui. Et donc, tu l'as fait pour un très gros chanteur. Mm-hmm. Comment ça se passe? Tu vas voir les enfants? Tu vas voir la compagne, la veuve, du coup? Non. Il y a une procédure de contrôle qui est diligentée et les personnes reçoivent la chose. Et effectivement, tu interviens sur le passé, en fait. Tu n'interviens pas sur le présent. Il n'y a pas d'engueulade dans la famille quand tu arrives et que tu vois les enfants et tu leur dis je vais prendre 60% du papa? Non, c'est pas 60% pour les enfants, parce que 60% c'est pour un tiers. C'est par exemple pour un ami, pour quelqu'un avec pas de lien de parenté, mais le pourcentage reste important. En fait, moi, quand j'étais inspecteur, j'expliquais que vraiment, il y a des règles, voilà, que là, il y a eu des loupés, et que on va. Le but du contrôle, c'est de remettre vraiment en situation dans les clous. Voilà. Remettre dans les clous et honnêtement, tu sais, tout dépend de comment tu parles aux gens. S'ils comprennent que c'est pas une affaire personnelle, que tu ne t'en repais pas, que tu ne t'en délectes pas, que t'en fais pas une affaire personnelle, très sincèrement, ça se passe bien. Hein. Tous les gens très connus ont ça. Quoi donc? Des contrôles sur les oiries, sur les successions? En fait, si tu veux, il y a des contrôles à partir du moment où il y a un fait générateur d'impôt. Le fait générateur d'impôt, tu as la déclaration d'impôt. Ce qui fait que tu es contrôlé, déjà, le point de départ, c'est ta déclaration. Ou ton absence de déclaration. Est-ce que parfois, il faut payer, il y a des gens qui doivent payer des années après le décès de quelqu'un, des impôts? Est-ce que parfois, l'État est compréhensif? Tu n'as pas de cash, mais quelqu'un est décédé, le temps de vendre la maison, il te donne une sorte de crédit où tu dois rembourser tous les mois pendant 2 ans. Est-ce que tu vois, parce que c'est un double coup de massue, si tu perds quelqu'un et qu'en plus tu as un inspecteur qui arrive et qui te dit c'est tout de suite. Alors en fait, si tu veux, tu as plusieurs points en un. Donc je vais répondre à tout. Est-ce qu'il peut y avoir des facilités de paiement? Dans certains cas, oui, si effectivement le fisc arrive à obtenir des sûretés, ce qu'on appelle des garanties. Donc là, il peut y avoir des plans de règlement mis en place. Si effectivement, la créance certaine de l'État, j'en sais rien, tu dois 1 million d'euros, mais tu présentes comme garantie une villa qui vaut 2 millions, tu présentes l'hypothèque. Oui, il peut y avoir un étalement de la dette, bien sûr, c'est une discussion. Et il faut savoir, c'est la raison pour laquelle, mine de rien, c'est un peu un privilège et un grand atout pour moi professionnellement, c'est que je sais parler aux gens de l'administration fiscale, j'en ai fait partie. D'accord? Ça, c'est évident. Maintenant, j'ai contrôlé quelqu'un
dans le domaine du showbiz qui, on va dire, avait fait l'objet de contrôles il y a très longtemps, dans les années 70, début 80, et au tout début de ma carrière, donc il y a une vingtaine d'années, on m'a demandé de recontrôler cette personne. Donc au final, est-ce que le fisc pardonne? Est-ce que le fisc oublie? Non. Il peut y avoir, on va dire, un empilement. Tu veux dire contrôler 2 fois? Ah, j'ai eu à recontrôler. C'est une personne qui a fait l'objet peut-être de 5, 8, 10 contrôles fiscaux. Il y a des gens qui peuvent avoir 8 contrôles fiscaux dans leur vie. Oui, mais tu peux être... Alors, c'est une comparaison que je fais toujours, mais tu aimes pêcher? Oui. Bon, canne à pêche? Oui. Ouais, super. Généralement, quand tu vas dans un endroit et que ça ne mord pas, tu vas où? Tu changes? Voilà. Bah, le fisc, quand il trouve un endroit où il y a du poisson, il y retourne. Voilà. Ok, tu t'es fait choper une première fois, pas pour un truc véniel, hein, pour quelque chose de costaud. L'horloge va tourner. Ils vont laisser l'eau un peu passer sous les ponts, couler sous les ponts, puis ils vont revenir dans d'autres ans. Le temps que tu en fasses des conneries pour que tu remplisses de nouveau ton crédit d'ânerie, et puis ça revient et oups. Il y a des métiers particulièrement touchés par les redressements, donc c'est-à-dire les contrôles fiscaux réussis. C'est quoi les métiers les plus... Le grand classique, c'est quand même les hôtels, les restaurants, pardon. Tous les métiers de la sécurité, tous les métiers de tout ce qui est, on va dire, bâtiment. Le bâtiment, oui. T'as un sourire quand tu es bâtiment. Non, mais en fait, malheureusement, il y a des, comment on pourrait dire, des secteurs où c'est comme ça, c'est extraordinairement... alors, c'est pas criminogène parce que c'est pas un crime, mais immanquablement, tu sais très bien que quand tu vas y aller, ça sera presque exceptionnel de rendre une blanche sur un dossier d'un restaurant ou sur un dossier du bâtiment. Une blanche, c'est pas de redressement. Ouais, pas de redressement. Si tu es d'accord, tu habites à Nice, ouais. C'est ça aujourd'hui. Si tu es d'accord, j'ai fait un peu plus de la moitié des fiches seulement. Ouais. En sachant que tu as beaucoup d'anecdotes que tu n'as pas encore racontées dans les fiches. On a travaillé avec toi avant. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un 2e épisode dans quelques temps? C'est un mois ou 2. N'hésitez pas à nous mettre des questions, si ça vous dit, en commentaire de cette émission. Je ne sais pas si tu vas aller les lire. J'adore aller à partir du... Alors, moi, je sais que dans tes émissions, des fois, comme il y a pas mal de vues, même énormément de vues, s'il y a 10 000 ou je ne sais pas combien de commentaires, est-ce que j'aurai le temps de tous les lire? Non. C'est toi qui m'as écrit sur l'adresse mail, je me rappelle, c'est ça? Alors, je tiens à rendre hommage à un de mes stagiaires. C'est un de mes stagiaires qui m'a dit, non mais, Maître Messa, vous avez trop d'anecdotes, il faut absolument que vous contactiez Guillaume Play. J'étais abonné à ta chaîne, et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, bon allez, je le fais. Donc, j'ai écrit un tout petit truc, et puis ton équipe m'a contacté. Sur mon mail sur Instagram, il y a guillaumeplaypro@gmail.com. Voilà, ça arrive directement sur ma boîte. Et c'est effectivement moi qui l'ai transféré à Chloé, notre programmatrice, pour qu'elle te rappelle. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un métier, c'est quelque chose à raconter, si vous avez vécu quelque chose d'exceptionnel, ou vous avez des anecdotes dans votre métier, vous êtes les bienvenus, vraiment tous. Hein, ça marche vraiment, tu peux le confirmer, on ne se connaissait pas. Oui, absolument. Vous êtes les bienvenus, il faut juste m'envoyer un mail avec une petite dizaine d'anecdotes, votre numéro de téléphone, et puis vous me l'envoyez directement sur le mail qu'il y a dans ma bio Instagram, vous verrez sur Insta, et puis ça sera avec plaisir. Il y a plein de sujets qu'on abordera dans le prochain épisode. Les espions du fisc. Les espions, ceux qui font des enquêtes, ceux qui s'infiltrent dans les boîtes de nuit, par exemple. Alors, je fais du teasing, mais comme ça, vous allez voir de quoi parlera la prochaine émission. Tu as repéré une fraude quand tu as voulu louer un jet ski, je crois, dans le sud. Tu as vu que le mec voulait que du cash. Tu as dit, ah ouais, ok, mon coco, tu l'as espionné pendant une semaine, et quand tu es remonté à Paris, tu l'as balancé un contrôle. On parlera de ça, on parlera d'un chantage à la sextape, un contrôleur qui a été piégé par une escorte, payé. Vous allez voir, j'en ai vraiment plein. Il y a beaucoup d'anecdotes. J'ai plein de fiches. Rendez-vous très bientôt, du coup. Avec plaisir. Tu referas un petit aller-retour de Paris, puis tu seras le bienvenu. C'était un plaisir de te rencontrer. Un plaisir, merci. Et d'avoir tes anecdotes et de nous faire découvrir un métier qui n'est pas forcément apprécié. J'espère en tout cas avoir remis un peu l'église au milieu du village, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de on-dit, beaucoup de fantasmes, et j'avais envie que les gens perçoivent la fiscalité
de manière un petit peu plus anticipée et arrête de la vivre uniquement en recevant du courrier dans la boîte aux lettres. Si jamais vous avez envie de poser des questions pour la prochaine émission à Raphaël, vous me les mettez en commentaire, je vais vraiment les noter. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, mercredi, vendredi et dimanche, 3 émissions ou documentaires par semaine. Abonnez-vous aussi, ça nous aide vraiment. Plus on est nombreux, plus vous êtes nombreux, plus on a des invités étonnants. Donc voilà, il suffit juste de cliquer sur s'abonner. Et puis en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire des gens de premier podcast de France. Vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide vachement sur le référencement. Et puis je mettrai dans la description les liens, si tu veux. Oui. On n'a pas parlé, mais aujourd'hui tu es avocat fiscaliste. C'est ça. C'est-à-dire que tu travailles, on l'a évoqué pas mal de fois dans l'émission, mais tu as ouvert aujourd'hui ton cabinet et tu aides donc ceux qui ont besoin de conseils et tu peux avoir des clients dans toute la France. Moi, j'ai des clients en visio. Absolument, sur toute la France, à l'étranger, à Paris notamment. Je fais beaucoup d'allers-retours. Donc, n'hésitez pas si vous avez un besoin de conseils, d'assistance. Et si vous faites l'objet d'un contrôle fiscal, c'est avec plaisir que je vous aide. Au dernier moment, on peut t'appeler, on dit voilà. Au dernier moment, oui, absolument. Bon, je vous mets les liens dans la description sous YouTube et dans la description des plateformes de podcast audio. Comme ça, vous aurez le contact de Raphaël directement pour aller le retrouver. Merci. À bientôt, Raphaël. À très bientôt. Pour le prochain épisode, c'est cool. Super. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Prend un plaisir fou à être là avec l'équipe. On est de plus en plus et on a une super équipe qui vient tous les matins pour essayer de vous donner les meilleures émissions possibles, les meilleurs sujets, de faire découvrir des sujets aussi étonnants qu'on ne connaît pas forcément et qui n'en a pas l'occasion de parler. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de parler d'un inspecteur des impôts, un ancien inspecteur. Ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Allez, je vous embrasse. À bientôt tout le monde.